Bien, bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce séminaire de l'Institut pour la transmission consacré Pacte sur la migration et l'asile. Après l'adoption du pacte, eh bien, comme vous le savez, nous sommes maintenant dans l'étape 2, qui est l'étape de la mise en œuvre, puisque la Commission européenne, le 13 juin dernier, a adopté son plan commun de mise en œuvre du pacte. Les États sont en train de préparer leur plan national. Donc, il me semble urgent plus jamais de continuer à essayer de comprendre ce qu'il y a dans ce pacte, à faire ce travail de déchiffrage, de décrypte vraiment les différents instruments. Donc, on a eu séances déjà qui nous ont permis de commencer ce travail. Une séance sur le règlement filtrage et puis une séance sur le règlement sur la gestion des migrations et l'asile. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Guillaume Landry qui va nous aider à comprendre ce texte qui est vraiment très touffu, très complexe et très technique sur la procédure commune en matière de protection internationale. Il faudra d'ailleurs peut-être s'interroger sur la pertinence de son intitulé. Est-ce que vraiment on peut parler de procédure commune? Et voilà, merci à Guillaume et je laisse Marie-Laure le présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est Guillaume Landry, qui est directeur juridique à France Terre d'Asile, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de la rédaction de Porte étroite concernant la loi migration asile de 2024, qui a bien voulu jouer le jeu de cette analyse du règlement que l'on appelle APR sur cette procédure commune concernant la protection internationale. Et sans plus attendre, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous présente toutes ses réflexions très nombreuses sur ce texte complexe. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais commencer tout de suite à vous partager un petit peu la présentation PowerPoint que j'ai préparée pour cette heure où on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail, dans le décryptage en fait, de ce règlement procédure qui, comme ça l'a été très justement dit, est particulièrement dense et complexe. Euh, alors, partage d'écran. Je pense que là, c'est bon. Vous devriez avoir C'est bien, on voit l'image. très C'est bien, bon? Guillaume. Très bien. Donc, je disais, un texte particulièrement dense et complexe, puisque la vocation de ce règlement procédure, au final, c'est de venir remplacer au sein du pacte la directive de 2013 qui définissait en fait les normes minimales qui entouraient la procédure d'asile qui était appliquée au sein des États membres. Cette directive de 2013, qui est toujours au final en vigueur aujourd'hui, puisque le règlement procédure n'entrera en vigueur qu'en 2026, laissait aux États une marge d'appréciation, fixer des normes minimales et avait pour vocation justement de tenter une forme d'harmonisation tout en laissant aux États la possibilité de prévoir des normes plus favorables. L'objectif de ce nouveau règlement, c'est justement d'avoir une harmonisation un peu plus importante de ces procédures d'asile et de réduire certaines disparités. Mais c'est aussi au sein du pacte, et ça a largement été évoqué lors des séances précédentes, notamment lors de la séance sur la cartographie du pacte qui justement avait été dispensée par Ségolène et Marie-Laure, d'assurer une continuité dans le processus migratoire depuis l'entrée avec ce fameux filtrage inspiré des hotspots et aussi, par exemple, du modèle de zone d'attente aux frontières françaises, et d'assurer une continuité donc, de ce filtrage jusqu'à la procédure d'asile et jusqu'à l'éventuel retour pour les personnes qui seraient déboutées, qui n'obtiendraient pas de protection internationale. Harmonisation, mais c'est une harmonisation qui, au final, va sûrement être un petit peu par le bas, puisque le règlement va rentrer beaucoup plus dans le détail des procédures et va rendre obligatoire, dans certaines circonstances, certaines procédures spéciales. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça va être notamment tout ce qui est procédure accélérée et procédure à la frontière, qui, en elles-mêmes, comportent en fait une certaine réduction de garantie procédurale. Et si certaines de ces procédures spéciales existent dans la directive, elles étaient au final plutôt à l'appréciation des États membres pour y avoir recourir ou non, alors qu'ici, elles deviennent dans de nombreuses circonstances obligatoires et doivent s'appliquer par les États membres. Malgré cela, de façon un petit peu parfois pas toujours très cohérente, on va avoir une marge de manœuvre qui demeure importante pour certains États dans l'octroi de certaines garanties procédurales.
Et la conséquence, c'est qu'on va avoir un texte particulièrement complexe, très dense et parfois même peu intelligible. Juste pour faire une petite comparaison entre le règlement et la directive comporte 55 articles, le règlement en comporte 79, donc on a une augmentation du volume, mais en réalité, si on regarde vraiment plutôt en termes de nombre de mots ou de volume en lui-même, on est sur un texte qui au final est 3 voire à 4 fois plus long que celui de la directive, puisque chaque disposition, chaque article en réalité est beaucoup plus dense. Ce qui au final n'est pas forcément complètement surprenant dans la mesure où on passe d'une directive à un règlement. Donc un règlement a vocation d'application plus directe, rentre un peu plus dans des précisions, et le but justement est d'harmoniser les procédures et de laisser un petit peu moins de marge dans l'adaptation de ces procédures. En termes de conséquences, mais ça, on va y revenir un peu tout au long du fil de cette présentation, il faut s'attendre à une détérioration de certaines garanties par rapport à la directive de 2013, puisque justement, on va avoir des procédures spéciales qui, elles, portent atteinte à certains droits procéduraux et qui vont devenir un peu plus, qui vont prendre une place plus importante et qui vont être en augmentation. À travers surtout ce qu'on va appeler la procédure à la frontière, on risque d'avoir, mais comme c'est le cas aussi comme ça a été évoqué dans le règlement filtrage, une augmentation des détentions, de la rétention très probable, puisque même si le règlement procédure ou le pacte dans l'ensemble essaye d'expliquer que la rétention n'est pas une obligation, en réalité, tout est fait et toutes les procédures sont créées pour que les États puissent y recourir, et voire même, on peut considérer que les textes incite fortement les États à y recourir. Et on risque aussi d'avoir une protection moindre, tant procédurale, mais aussi sur, entre guillemets, le résultat, c'est-à-dire dans les protections in fine, puisque le droit au recours, au final, dans ce règlement procédure, c'est-à-dire après la première phase administrative, lors du recours, quand une personne a déjà fait l'objet d'un rejet lors de la phase administrative de sa demande d'asile, c'est un droit au recours qui est particulièrement affaibli et qui est, dans de nombreux cas, qui n'est plus suspensif, et qui, par conséquent, en fait, peut entraîner aussi une baisse de protection en tant que telle, puisqu'on a un certain nombre de demandeurs qui, évidemment, se voient reconnaître une protection internationale qu'à l'issue de cette phase de recours. Je le disais, le pacte dans l'ensemble, en fait, il essaye de faire une continuité, comme ça a été évoqué dans les séances précédentes. Et donc là, ici, je vous ai représenté, en fait, une sorte de continuité des procédures qui vont s'enchevêtrer. Et donc, en fait, ces textes aussi comportent de multiples renvois entre eux, puisque chacune de ces procédures, chacune de ces étapes, en fait, sont représentées par des textes différents. La phase d'entrée, ça a été évoqué lors de la séance sur le filtrage, c'est justement ce fameux filtrage. Donc, au final, ce modèle un peu hotspot, quand les personnes, en fait, franchissent notamment irrégulièrement la frontière extérieure de l'UE, on va avoir un système de filtrage dans lequel les personnes restent à disposition des autorités, donc parfois qui implique nécessairement une privation de liberté, et un filtrage avec un screening sécuritaire, sanitaire, et l'objectif, c'est notamment d'orienter les personnes vers les procédures et de trier en fait les personnes, notamment soit vers la demande d'asile qu'on va qualifier un peu d'ordinaire, et c'est un peu l'objet de notre présentation, c'est-à-dire nous concentrer justement sur cette procédure à travers ce règlement procédure, ou une demande d'asile à la frontière, ça sera un petit peu notre dernier point de la présentation, cette procédure spécifique nouvelle qui en fait est une demande très accélérée qui doit se réaliser en 12 semaines, voire même quand la personne ne demande pas une protection internationale, éventuellement un retour directement à la frontière depuis ces zones de frontière où on a cette sorte de fiction de non-entrée. La personne est sur le territoire, mais pas totalement. Le règlement considère justement qu'elle n'a pas encore accès au territoire. Et en fonction de l'issue de ces différentes procédures, certains se verront reconnaître une protection internationale qui va être notamment définie tant le statut de réfugié que la protection subsidiaire dans ce règlement qualification qui vient remplacer à nouveau une directive au sein du pacte, ou éventuellement, si les personnes sont déboutées, vers une procédure de retour encadrée notamment par la directive retour. Je n'ai pas tout à fait respecté pour le plan de cette présentation le découpage en 2 parties classiques qu'on applique en droit. Je vous présente plutôt un plan en 3 parties. On va commencer par un peu les droits et les obligations du demandeur, qui correspond au final un petit peu aux premières dispositions du règlement dans l'ordre. On verra ensuite un peu les étapes de la procédure, mais que je vais qualifier d'ordinaire, c'est-à-dire hors des procédures spéciales, qu'on verra justement dans un 3e temps à la fin de cette présentation.
Alors, les droits et obligations du demandeur. On va avoir des choses en termes de droits du demandeur qui, au final, ne sont pas vraiment complètement nouvelles par rapport à la directive. On va retrouver des informations qu'on connaît déjà, mais qui parfois vont comporter un peu plus de précision par rapport à la directive. Donc, le droit à l'information, c'est que dès le début de la procédure, en principe, quand la personne justement manifeste son intention de demander l'asile, les États vont avoir l'obligation justement de délivrer un certain nombre d'informations et différents items sont précisés au sein de ce règlement, notamment sur la structure des procédures, les différents délais que le demandeur doit respecter pour pouvoir introduire sa demande, pour pouvoir éventuellement, le cas échéant, former un recours, les différentes étapes et aussi en fait une information sur les droits et obligations du demandeur, qui vont même au-delà de ce règlement, mais les droits en termes de conditions d'accueil, et aussi ses obligations qu'il doit respecter lors de la procédure. Et je reviendrai en détail après sur ces fameuses obligations qui sont au final assez pléthoriques. On va retrouver le droit à l'interprétariat tout au long de la procédure, c'est-à-dire depuis l'enregistrement jusqu'à l'introduction de la demande d'asile, l'entretien, et on va retrouver aussi ce droit lors de la phase de recours après la phase administrative. On a aussi quelque chose qui a été prévu par la directive, mais qui est défini et décrit de façon beaucoup plus précise, qui est assez important pour l'effectivité des droits du demandeur, c'est le droit à un document au moment de l'enregistrement ou de l'introduction. Je dis au moment de l'enregistrement et ou l'introduction, puisque le règlement prévoit normalement à ces différentes phases, j'y reviendrai, la délivrance d'un tel document qui va lui permettre de mentionner son identité, son statut de demandeur d'asile, l'éventuelle procédure dans laquelle il se trouve, est-ce qu'elle est ordinaire, est-ce qu'elle est accélérée, son droit au maintien sur le territoire pendant toute la durée de la procédure, et ce document doit permettre l'ouverture en fait, des droits sociaux, notamment. Je précise, et ça c'était le cas aussi dans la directive, et c'est répété dans le règlement, que ce document ne constitue pas en lui seul en fait, forcément un justificatif d'identité. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les États en fait, n'ont pas l'obligation de le considérer comme un justificatif d'identité. Ça peut avoir un impact assez important pour les demandeurs qui n'ont justement pas forcément de pièce d'identité de leur pays d'origine, type une carte d'identité ou un passeport, pour effectuer certaines démarches annexes à la demande d'asile. Ils n'auront pas forcément la possibilité de les faire. Ça peut les empêcher notamment et rendre difficile le dépôt d'un titre de séjour au titre d'autre chose que de l'asile, ou également, par exemple, en France, qu'on voit depuis un an, c'est des difficultés pour pouvoir faire une déclaration de revenus auprès de l'administration fiscale. Sans de tels documents, aujourd'hui, l'administration fiscale n'accepte plus la fameuse attestation de demande d'asile qu'on a en France qui correspond à ce document pour effectuer ce genre de démarche. Un des droits essentiels, évidemment, pour le demandeur lors de toute sa procédure, ça va être la possibilité au final d'être assisté. Et donc, le règlement va définir différents types de prestations auxquelles le demandeur va pouvoir prétendre pour être accompagné dans sa procédure d'asile qui est particulièrement complexe. Elle est complexe pour nous qui essayons de l'analyser. Pour les demandeurs, vous voyez à quel point aussi il est difficile de se repérer. Et donc, on va prévoir une obligation pour les États d'organiser justement un accompagnement. Et on va prévoir différents types de ces accompagnements selon la phase administrative ou la phase de recours. Lors de la phase administrative, le règlement prévoit que la personne a le droit à ce qu'on appelle des avis juridiques gratuits. Ces avis vont comporter notamment des informations sur la procédure, mais surtout en fait une assistance à l'introduction de la demande d'asile et éventuellement aussi des informations sur les étapes de la procédure en cas de rejet, notamment sur le recours. Ces avis juridiques gratuits, en fait, ils peuvent être dispensés par une seule personne pour plusieurs demandeurs, et c'est généralement des personnes morales qui vont s'occuper de ça, notamment des associations, et c'est ce qui correspond déjà un petit peu dans ce qu'on connaît, notamment par exemple en France, à travers les différentes structures d'accompagnement qui sont gérées par des différentes associations, que ce soit des centres d'hébergement ou des structures de premier accueil des demandeurs d'asile, les SPADA, les plateformes. Normalement, l'ensemble des demandeurs ont le droit à ces avis juridiques. On va avoir quand même quelques exceptions pour tout ce qui est demande ultérieure, c'est-à-dire les réexamens qu'on va appeler dilatoires, c'est-à-dire qui auraient été déposés juste pour faire obstacle à un éloignement, ou lors de deuxième, troisième réexamen, où là, la dispense de ces avis juridiques gratuits ne sont pas forcément obligatoires.
Lors de la phase de recours, par contre, on va devoir prévoir obligatoirement une assistance et une représentation juridique gratuite. Très synthétiquement, au final, ça va correspondre à des prestations d'un avocat, c'est-à-dire la préparation du recours, des différents actes de procédure nécessaires au recours devant le juge de l'asile et la participation et la représentation à l'audience, s'il y a audience, pour examiner le recours du requérant. Donc, ça va organiser la défense du requérant. Des exceptions sont aussi possibles. Les États peuvent prévoir une certaine forme de plafond de ressources pour bénéficier de cette aide, de cette représentation juridique. Ils peuvent aussi prévoir une forme de filtrage en considérant que les recours qui n'ont aucune chance d'aboutir ne peuvent pas bénéficier de cette représentation gratuite. Et également, ils peuvent limiter cette représentation gratuite uniquement à la première phase de recours et ne pas la prévoir pour des phases supérieures, type la cassation. Avec cependant quand même une certaine limite dans l'octroi de cette représentation gratuite, c'est que les conditions de ressources imposées ne doivent pas être moins favorables qu'à ce qui est imposé en fait aux ressortissants du pays membre. Donc, c'est-à-dire que, pour prendre le cas français, l'aide juridictionnelle peut être dispensée sur conditions de ressources. On ne peut pas imposer des conditions de ressources plus restrictives vis-à-vis des demandeurs d'asile. Dans le cas français, en l'occurrence, le droit a prévu depuis 2015 une représentation juridique gratuite de plein droit sans conditions de ressources spécifiquement pour les demandeurs d'asile. Dernière précision, la représentation juridique gratuite, c'est-à-dire la représentation par un avocat, hein, dit le plus simplement possible, elle est possible lors de la phase administrative, c'est-à-dire que le demandeur peut bénéficier d'une représentation juridique, mais sa gratuité est optionnelle et les États n'ont pas l'obligation de garantir cette gratuité lors de la phase administrative, mais uniquement lors de la phase du recours. J'en arrive du coup désormais plutôt cette fois-ci pour contrebalancer les droits aux obligations du demandeur. Celles-ci, je vous le disais, sont pléthoriques, elles ne sont pas toutes nouvelles. On va avoir pour le demandeur l'obligation normalement de présenter sa demande dans l'État membre responsable. Là, ici, je vous renvoie du coup à la séance sur le règlement gestion qui vient remplacer en partie la procédure Dublin, mais qui en garde un grand nombre de ses principes et de ses critères. Le demandeur va pouvoir voir examiner sa demande dans l'État membre responsable. Le cas échéant, si les autorités l'imposent, le demandeur peut avoir l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou de rester dans une zone désignée. Donc, les États peuvent prévoir des limitations géographiques aux demandeurs. Il peut y avoir aussi des fouilles justifiées par l'examen de la demande. Donc, ce ne sont pas des fouilles sécuritaires, mais si les États considèrent que pour l'examen d'une demande, une fouille peut être nécessaire dans les affaires personnelles du demandeur, tout en respectant la dignité de la personne, le règlement prévoit que cela est possible, la directive le prévoyait aussi. Et enfin, l'une des obligations principales en fait, qui va peser sur le demandeur, c'est la fameuse obligation de coopération avec les autorités. Et celle-ci comporte de nombreux items, notamment le fait de devoir fournir les données personnelles et biométriques. Les données biométriques, ça va être notamment de devoir voir ses empreintes enregistrées dans Eurodac, et notamment aussi désormais la fourniture d'une image faciale. Ça va être expliquer éventuellement l'absence de documents d'identité ou de voyage pour les personnes qui seraient entrées irrégulièrement sur le territoire, puisque en droit d'asile, ce n'est pas un obstacle pour formuler une demande, mais le devoir de coopération va faire qu'on va leur demander de justifier pourquoi ils n'ont pas pu avoir de documents de voyage. Ça va être aussi en lien avec l'obligation de se présenter, d'informer des changements de coordonnées pour que les personnes soient joignables par les autorités pour les besoins de la procédure, de fournir tous les documents pertinents et les éléments qui étayent la demande. Et en contrebalancement, en fait, il faut se rappeler qu'en droit d'asile, c'est une charge, entre guillemets, de la preuve partagée, c'est-à-dire que le demandeur doit fournir l'ensemble des éléments qui étayent la demande, mais il ne faut pas oublier que derrière, il pèse sur l'État, sur l'autorité qui est responsable de la détermination du besoin de protection, l'obligation d'évaluer de façon individuelle, objective, impartiale, la demande compte tenu des informations disponibles sur le pays d'origine, et on doit avoir un examen exhaustif du besoin de protection. Le défaut de coopération du demandeur, c'est-à-dire s'il ne répond pas aux différents items précités, peut impacter en fait l'examen de la demande d'asile en tant que telle. J'y reviendrai tout à l'heure dans les conditions du placement dans les procédures spéciales, c'est-à-dire qu'on peut avoir pour ce qu'on considère un défaut de coopération, le placement en procédure accélérée, voire même une demande qui pourrait être considérée comme irrecevable,
ou ce qu'on va appeler le retrait implicite d'une demande, c'est-à-dire que les autorités, sous prétexte que la personne n'a pas donné ses empreintes, ses données biométriques, les autorités pourront considérer que la personne a retiré implicitement sa demande et donc ne pas rendre forcément une décision sur le fond. Et évidemment, là, ce n'est pas l'objet de notre présentation, ce sera plutôt sur la nouvelle directive accueil, mais le défaut de coopération, le fait de ne pas se présenter parfois à certains entretiens ou convocations, peut aussi largement, et on le connaît déjà dans le régime d'asile européen commun actuel, impacter négativement les conditions d'accueil et entraîner des retraits de conditions matérielles d'accueil, que ce soit des aides financières ou aussi des restrictions en termes d'hébergement. Mais là, c'est l'objet d'un autre sujet et d'un autre texte du pacte. J'en arrive du coup aux étapes de la procédure qui vont être parfois assez complexes et assez denses. Mais avant de rentrer justement dans la succession d'étapes, j'attire votre attention sur aussi une nouveauté du règlement par rapport en fait à la directive, c'est qu'on va avoir une définition de nombreuses autorités qui vont intervenir dans la procédure d'asile ou dans les procédures préalables et suivantes. Dans la directive, on vous mentionne surtout au final l'autorité de l'État membre, on ne vous définit pas différentes autorités aussi précisément qui vont intervenir à différents stades. Ici, on vous dit en fait justement, on a plusieurs autorités, l'autorité qui peut recevoir des demandes, l'autorité qui va l'enregistrer, l'autorité qui va l'examiner, l'autorité qui va se demander quel État membre est responsable et éventuellement la transférer, et éventuellement l'autorité qui peut être responsable du retour si la demande est rejetée. Je les ai fait se chevaucher puisqu'au final, le règlement prévoit que ces compétences, ça peuvent être parfois concentrées au sein d'une seule et même autorité. Et d'ailleurs, on peut même considérer que le règlement, en fait, parfois incite à une certaine forme de concentration de ces compétences. Mais au final, autorise les États à prévoir de différentes autorités compétentes, notamment pour justement permettre à des États qui ont des structures institutionnelles qui le prévoient de pouvoir mettre en œuvre ce règlement sans devoir à tout prix chambouler leur structure. Justement, pour rentrer un peu plus concrètement dans ce décryptage, je vous prends l'exemple français, on va avoir du coup l'autorité responsable de la détermination du besoin de protection internationale. Bon, c'est l'équivalent de l'OFPRA en France. Et en France, du coup, l'OFPRA, ce n'est pas celle qui va enregistrer la demande ni être responsable de l'autorité de la détermination de l'État membre responsable, c'est-à-dire la procédure Dublin, c'est l'autorité préfectorale. Donc, même si le règlement parfois incite les États à cette concentration d'autorité, de compétences plutôt, eh bien, la France, si elle en fait le choix, peut rester sur cette structure avec d'un côté le côté enregistrement et retour et Dublin dans la compétence de la préfecture et la détermination du besoin de protection toujours par l'OFPRA. On va avoir la même chose du côté des autorités juridictionnelles. On va vous mentionner deux juges principaux. D'un côté, le juge de l'asile qui va examiner le recours en cas de rejet par l'autorité administrative de la demande d'asile et le juge en matière de retour. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ce règlement procédure aborde beaucoup plus la question du retour et la concomitance du rejet de l'asile qui doit équivaloir à un retour, à une décision de retour. À nouveau, le règlement, quelque part, incite éventuellement les États à avoir un seul et même juge compétent pour l'asile et le retour, mais autorise tout de même les États qui le prévoient, comme c'est le cas en France, deux juges différents. En France, voilà, on a la CNDA d'un côté pour l'asile et le juge administratif, le tribunal administratif compétent pour les questions de mesures d'éloignement. Je le disais, des procédures très complexes et désormais aussi une nouveauté par rapport au règlement, en fait, une précision sur le fait que désormais, le début de la procédure commence par le dépôt, l'enregistrement et l'introduction, ce qu'on n'avait pas forcément en fait comme détail dans la directive. Donc, le dépôt correspond au final à la personne qui manifeste son intention de demander l'asile. Le règlement prévoit qu'en fait, certaines autorités qui ne sont pas compétentes pour l'enregistrement doivent être quand même compétentes pour les recevoir et les transmettre à leur autorité responsable de l'enregistrement et mentionne notamment tout ce qui est autorités policières, services d'immigration, qui peuvent être confrontés au final à des personnes qui ont le souhait de poser une demande d'asile et qui n'ont pas forcément l'information vers quelle est ni la possibilité au final de se rendre auprès de l'autorité qui enregistre la demande. L'autorité qui enregistre la demande, normalement, doit le faire sous 5 jours, 15 en cas de demande très importante, de nombreuses demandes. Et ensuite vient la phase de l'introduction de la demande qui va, en gros, être l'étape qui va permettre de débuter ensuite l'examen. Cette introduction doit être réalisée dans les 21 jours.
Et c'est aussi dans ces moments-là qu'éventuellement viendra se greffer, on va dire, se faire la procédure de détermination de l'État membre responsable, puisque toutes les personnes qui introduisent une demande dans un État se verront peut-être concernées par une procédure de transfert, puisque l'État considérera, selon le règlement gestion, c'est-à-dire ce qui remplace Dublin, qu'un autre État membre est responsable de la demande. Et à partir de cette introduction, dans laquelle justement va commencer l'obligation pour le demandeur de venir étayer et d'apporter les éléments qui étayent sa demande, va commencer l'examen. Je vous ai dit, je vous ai essayé de faire des schémas pour rendre des choses un peu plus claires possibles. Les procédures sont complexes, mais elles ne sont pas complètement différentes par rapport à ce qu'on connaît déjà dans la directive. On va avoir une procédure ordinaire et des procédures spéciales, avec ces 3 phases de dépôt, enregistrement, introduction, comme je vous le disais, qui doivent être réalisées dans un certain délai. Pendant cette période-là, justement, on va devoir normalement avoir aussi un examen de la vulnérabilité, j'y viens juste après, et débutera ensuite un examen de la demande d'asile lors d'une phase administrative qui va être plus ou moins long selon la procédure ordinaire ou accélérée, ou voire à la frontière, qui est encore plus rapide, qui doit se réaliser intégralement en 12 semaines. Et ensuite, éventuellement, une reconnaissance ou un rejet et la phase de recours qui débute avec un encadrement des délais de recours assez strict désormais par le règlement. Ça, j'y viendrai tout à l'heure lors de la phase de recours. On suit un petit peu l'ordre. La personne dépose sa demande d'asile, elle est enregistrée, elle est introduite. Et en fait, pendant cette période-là, il doit y avoir une évaluation de la vulnérabilité et des besoins de garantie procédurale spéciale. Donc ça, c'est quelque chose qui existait dans la directive. La différence, c'est que cette fois-ci, on nous prévoit que l'État, l'autorité, doit réaliser ça normalement dans un délai de 30 jours. Elle peut s'appuyer d'ailleurs sur les informations qui ont été récoltées dans le formulaire filtrage, lors de la procédure de filtrage, lors des screenings médicaux, notamment, et aussi orienter la personne vers un examen médical, vers des professionnels médicaux, vers des psychologues, pour justement mener cette évaluation de la vulnérabilité. Avec le consentement, ces informations médicales pourraient être transférées à l'autorité responsable de l'asile. Et à partir de cette information, éventuellement, des garanties pourront être procédurales spéciales pourront être justement prévues, et notamment un soutien adapté pour les demandeurs vulnérables. Et le règlement prévoit en fait que dans ce cadre de cette évaluation, une attention particulière doit être portée justement aux victimes de violences. Et ça va permettre justement de prévoir des garanties un peu particulières, notamment lors de l'entretien. J'y arrive et j'y reviens tout à l'heure. Normalement aussi, le fait qu'on ait des demandeurs vulnérables qui ont besoin de garanties spéciales, c'est justement de leur éviter les procédures spéciales accélérées ou à la frontière qui, elles, comportent en soi de toute façon en fait, une réduction des garanties procédurales. Et donc, le but justement, c'est que les États, même si au final, l'obligation n'est jamais tout à fait claire, ne soumettent pas ces demandeurs particulièrement vulnérables à ces procédures accélérées ou à la frontière qui comportent ces garanties. C'est une réduction de ces garanties. Pardon. On nous mentionne, et on a tout un détail avec différentes dispositions d'un catégorie de demandeurs particulièrement vulnérables, c'est le cas des mineurs, et on va avoir une description un peu plus détaillée que dans la directive sur la question en fait, de l'évaluation de l'âge et des garanties et des droits qu'on doit accorder en fait, aux mineurs non accompagnés. On a l'obligation pour l'État de désigner en fait, une personne qui va être responsable de ces besoins essentiels du MNA le plus tôt possible, et aussi ensuite, dans un délai de 15 jours, de désigner un représentant, c'est-à-dire un administrateur ad hoc qui va le représenter et assister le mineur dans sa demande d'asile. Cette responsabilité, c'est justement l'assistance. Mais c'est aussi l'assistance dans la procédure d'évaluation de l'âge. On a une description beaucoup plus précise dans le règlement de comment doit se faire cette évaluation de l'âge. On a normalement la garantie que cette évaluation doit être pluridisciplinaire, c'est-à-dire ne pas se baser uniquement sur des informations médicales et un examen médical, mais justement avoir des professionnels qualifiés qui connaissent les pays d'origine des mineurs, qui sont compétents en matière d'évaluation de l'âge et qui vont se baser sur des rapports sociaux sur différents aspects du mineur. En cas de doute, c'est uniquement en cas de doute justement de cette évaluation pluridisciplinaire que là, l'examen médical peut éventuellement arriver, avec cependant la précision aussi que les États pourront considérer que le refus de se soumettre à cet examen médical constitue une présomption réfragable de majorité. Et enfin, de façon cohérente par rapport au principe d'intérêt supérieur de l'enfant, si le doute persiste, il doit bénéficier à la personne, et donc si le doute persiste même après cet examen médical, l'État, l'autorité doit considérer que la personne est mineure.
On va pouvoir justement, en fonction de cette vulnérabilité, au final, adapter éventuellement parfois les conditions et les garanties de l'entretien. L'entretien, au final, c'est une phase évidemment et un droit essentiel pour le demandeur et qui va être crucial dans l'examen du besoin de protection. Cet entretien, il doit être donc individuel. Il peut tant porter sur la recevabilité que sur le fond, et parfois ces deux étapes peuvent être menées simultanément au sein d'un même entretien. Il doit évidemment, comme dans la directive, respecter des conditions de confidentialité, respecter la vie privée du demandeur. Comme je le disais tout à l'heure, le conseil juridique, l'avocat peut être présent, mais ce n'est pas une obligation. Il y a évidemment un droit à l'interprétariat. On ajoute désormais aussi la possibilité, parfois, s'il y a un besoin, de la présence d'un médiateur culturel. On a des conditions à respecter en termes de compétences et de formation du personnel qui va mener ces entretiens et ensuite prendre ces décisions. Si c'est pertinent pour la demande, notamment on va penser par exemple aux demandeurs qui peuvent être victimes de violences sexistes et sexuelles, la possibilité de choisir le sexe de l'interlocuteur, aussi quelque chose qui était prévu par la directive. Et cet entretien doit faire l'objet d'un enregistrement audio. Et cet enregistrement peut faire l'objet, enfin fait l'objet normalement d'un rapport et d'une transcription avec les verbatims qui doivent être fournis au demandeur le plus rapidement possible à la suite de cet entretien. L'audio, en revanche, lui, ne peut être disponible que lors de la phase de recours. Les États peuvent prévoir que le demandeur peut ne pas avoir accès à l'audio avant la phase de recours si elle existe. Et en cas, lors de la phase de recours, de discussion sur les verbatims de la transcription ou sur le rapport et une contestation du demandeur sur les différents verbatims, le règlement prévoit que c'est l'audio qui fait foi. On a aussi une disposition qui nous prévoit que l'entretien peut être mené en vidéoconférence. Le principe, c'est quand même que l'entretien doit être mené de façon présentielle, et ça doit rester la règle, mais que dans des circonstances justifiées qui sont non définies, les États peuvent avoir recours à la vidéoconférence. Et donc, la disposition ne dit pas ce que sont ces circonstances justifiées. En revanche, dans le préambule, on va nous trouver des exemples, notamment des situations d'éloignement géographique entre l'autorité et le demandeur. On vise particulièrement l'outre-mer dans ces conditions, dans le préambule, et tous les cas, notamment de rétention et de privation de liberté, où déjà à l'heure actuelle, dans ces situations-là, on a déjà vu largement se développer la vidéoconférence pour les entretiens de demande d'asile. L'entretien, en principe, doit être garanti avec tous les demandeurs. On a quand même quelques exceptions qui sont prévues par le règlement, notamment quand l'autorité prévoit de soit tout de suite rendre une décision favorable juste sur la base des éléments qui ont été fournis de façon écrite par le demandeur ou lors de l'introduction, ou si l'autorité considère, sur la base de ces mêmes éléments, que la demande peut être déjà considérée comme irrecevable, et dans certains cas très exceptionnels, quand le demandeur, notamment pour des raisons de santé, est strictement incapable d'être interrogé. Je le disais, lors de cet entretien, on va pouvoir avoir un examen parfois de recevabilité. Le règlement prévoit en fait différentes situations dans lesquelles une demande d'asile peut être considérée comme irrecevable. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'examen au fond et pour certaines situations, l'État pourra, entre guillemets, enfin l'autorité s'arrêtera là et considérera que la demande est irrecevable, il n'ira pas plus loin dans l'examen au fond. On a 4 conditions qui sont, entre guillemets, pas facultatives, mais les États peuvent choisir de considérer ces demandes irrecevables, et un cas où là, les États ont l'obligation de considérer ces demandes irrecevables. Les 4 cas, on va dire optionnels, c'est la situation où un État membre a déjà accordé une protection à cette personne, la situation, j'arrive sur les définitions juste après, où on peut considérer qu'un pays de premier asile en dehors des États membres ou un pays tiers sûr peut réadmettre ce demandeur, dans lequel il pourra bénéficier ou bénéficie déjà d'une protection effective. J'y arrive juste après pour, comme je disais, les définitions. Un cas aussi un peu particulier, exceptionnel, où une juridiction pénale internationale va procéder à une relocalisation d'un demandeur. Et aussi le cas où une personne fait déjà l'objet d'une décision de retour et à cette occasion a la possibilité de présenter une demande d'asile et ne l'a pas fait en fait dans un délai contraint qui est prévu par le règlement de 7 jours ouvrables au moment où il a reçu cette décision de retour. Ça, dans ces 4 situations, rapidement, l'État aura la possibilité de considérer que ces demandes sont irrecevables. Mais les États peuvent choisir aussi de ne pas intégrer ces conditions d'irrecevabilité dans leur droit national. Bon, il faut savoir que, par exemple, dans le droit français, quasiment l'ensemble de ces situations en fait, peuvent faire l'objet déjà d'irrecevabilité par l'OFPRA, notamment la protection accordée par un autre État membre ou la protection accordée par un statut de réfugié, une protection équivalente accordée aussi par un autre État non européen.
Enfin, par contre, là où il y a une obligation de considérer une demande irrecevable, c'est excusez-moi, c'est quand la personne fait une demande ultérieure sans élément nouveau, c'est-à-dire un réexamen sans élément nouveau. Là, le règlement prévoit que les États ont l'obligation de considérer cette demande irrecevable. Les délais d'examen pour cette recevabilité sont relativement courts dans le règlement, puisque c'est 2 mois pour l'ensemble des cas d'irrecevabilité, sauf pour le cas où la personne a déjà fait l'objet d'une décision de retour. Ils peuvent cependant proroger ces délais s'il y a de nombreuses demandes au sein de cet État ou en cas de questions complexes ou de retard imputable aux demandeurs. Je le disais, conditions d'irrecevabilité possibles, on considère qu'il y a un pays tiers sûr. Alors, un pays tiers sûr, c'est-à-dire que les non-ressortissants n'y sont pas persécutés, sont protégés contre les refoulements et il existe la possibilité de demander une protection effective. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un pays tiers, non européen, qui peut éventuellement examiner une demande d'asile de cette personne. Par contre, ce concept-là ne peut être appliqué aux demandeurs que s'il existe un lien de connexion entre le demandeur et ce pays tiers en question. Donc, notamment, par exemple, s'il a déjà été résident, s'il dispose d'un titre de séjour dans cet État, ou si, par exemple, il y a déjà des membres de la famille dans cet État, et il y a probablement peut-être déjà résidé. On aura une désignation des pays tiers sûrs qui peut se faire au moyen de listes au niveau de l'UE, mais aussi au moyen de listes nationales. Le pays de tiers de premier asile, là, ici, c'est un petit peu différent. C'est à nouveau, il y aura normalement une condition de protection effective, sauf que là, en fait, on considère que la personne bénéficie déjà d'une protection effective. C'est-à-dire que soit il bénéficie du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève ou d'une protection équivalente. Le pays tiers ne pourra être considéré comme un pays de premier asile pour le mineur non accompagné que uniquement quand ce n'est pas contraire à son intérêt supérieur et quand une prise en charge effective de ce MNA peut être réalisée. Par contre, si le pays tiers en question qui va être saisi par l'État européen ne réadmet pas le demandeur ou s'il ne répond pas dans les délais pour cette réadmission, le demandeur doit pouvoir accéder à la procédure de demande d'asile au sein de l'Union européenne. Alors, on l'a vu pour ces deux notions, on a cette notion de protection effective qui est aussi définie, mais de façon un peu tautologique au sein du règlement. C'est quoi, en gros, un État qui peut garantir une protection effective? Donc, c'est un pays tiers déjà qui a ratifié et respecte la Convention de Genève et dans lesquels les personnes qui en relèvent de cette convention sont autorisées à rester. Et ensuite, ils doivent avoir la possibilité d'accéder à des moyens de subsistance suffisants, des soins de santé, un accès à l'éducation, avec la précision que l'accès à ces moyens de subsistance et ces soins et l'éducation, en fait, ça s'analyse au regard de la situation globale de ce pays tiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas comparer au final la situation par rapport aux États européens, mais par rapport à la situation globale de l'accès à ces droits fondamentaux au sein de ces États. Voici pour les cas d'irrecevabilité. En dehors de ces cas d'irrecevabilité, lors de la phase administrative, l'un des principaux droits, si ce n'est peut-être le plus important pour qu'une demande d'asile et que la protection soit effective, c'est le droit au maintien sur le territoire. Nouveau qui évidemment en fait est présent au sein de la directive procédure, mais qui aussi en fait découle directement du principe de non-refoulement en fait en droit d'asile. C'est la possibilité de, tant que la demande n'est pas examinée, de rester sur le territoire jusqu'à une décision de l'autorité responsable de la détermination. Donc là, pour le moment, je ne vous parle que du droit au maintien lors de la phase administrative, puisqu'on verra juste après que ce droit au maintien sur le territoire lors de la phase de recours est largement diminué. On a quelques exceptions en revanche, si la personne fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou qu'il y a des poursuites pénales et des cas d'extradition possibles, toujours avec le respect du principe de non-refoulement. Si la personne fait l'objet, est considérée comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale de l'État, éventuellement ce droit au maintien lors de la phase administrative peut être mis en question, ou dans le cas de certaines demandes ultérieures de réexamen, où ça peut être également remis en question, mais toujours à condition, évidemment, que ça n'entraîne pas une atteinte au principe de non-refoulement qui doit être garanti aux demandeurs d'asile. À l'issue de cet examen, au final, de cette phase administrative, l'autorité doit prendre du coup une décision sur la demande d'asile. On l'a vu, cette décision, elle peut être soit une décision d'irrecevabilité ou évidemment une décision de rejet sur le fond. Condition, c'est que cette décision doit être notifiée par écrit. La décision de rejet uniquement.
On ne nous prévoit pas une traduction intégrale dans la langue du demandeur de la décision, mais on oblige en revanche quand même une traduction sommaire, au moins des éléments les plus essentiels qui viennent motiver la décision. Grosse précision par rapport à la directive cette fois-ci, et c'est un point essentiel de ce règlement-là, c'est que désormais, la décision de rejet implique forcément une décision de retour. À nouveau, là, le règlement incite fortement en fait, qu'au sein de cette même décision de rejet de demande d'asile, on retrouve les éléments de la décision de retour, c'est-à-dire qu'on doit avoir une seule et même décision. En revanche, toujours notamment pour permettre aux États, selon leur structure institutionnelle, de ne pas tout chambouler, le règlement autorise les États à prendre une décision de retour qui est distincte, notamment quand justement on a deux autorités différentes qui interviennent. En France, justement, on va avoir l'OFPRA d'un côté pour la décision sur l'asile et la préfecture qui est compétente en termes de mesures d'éloignement. Par contre, en revanche, si c'est une décision de retour distincte, celle-ci doit normalement être notifiée quasiment au même moment, sans délai ou sans retard injustifié. Alors, ce qui paraît assez étrange et particulier, c'est que la décision de retour dans le règlement semble devoir intervenir nécessairement dès la décision de rejet de la phase administrative, et ce pour tous les demandeurs, avec la précision que normalement, cette décision de retour est suspendue pendant la phase du recours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, ça, c'était une disposition que la France a souhaité à un moment mettre en œuvre lors de la dernière loi immigration, dans les premières fuites qui datent d'il y a à peu près 2 ans des premiers projets de la loi immigration. La France avait prévu délivrance d'une OQTF dès le rejet OFPRA, avec aussi une OQTF qui serait suspendue lors de la phase de la CNDA. Au final, ça a été, les autorités sont revenues dessus et ne l'ont pas mis du tout dans le projet de loi initial et évidemment pas dans le projet de loi adopté. Parce qu'au final, ce qui risque de se produire, c'est quand même un risque de mobilisation inutile de ressources administratives et juridictionnelles, puisqu'au final, vous avez quand même beaucoup de demandeurs qui obtiennent gain de cause lors de la phase de recours et qui se voient reconnaître une protection internationale. Pourtant, du coup, et a fortiori quand c'est des autorités différentes, on aura une mobilisation de la préfecture de l'autorité responsable du retour pour produire une décision de retour, la motiver, éventuellement examiner d'autres faits ou d'autres droits en fait, qui permettent de considérer que la personne n'a pas de droit au séjour sur le territoire, et éventuellement aussi le dépôt d'un recours devant un juge compétent en la matière, pour arriver in fine, quelques mois plus tard, à une protection obtenue devant le juge de l'asile. Donc, on peut être très critique d'un point de vue tant des droits des personnes que même d'un point de vue, on va dire, efficacité sur une telle obligation. Même si je pense qu'il est possible pour les États de considérer qu'ils pourront délivrer les décisions de retour plus tard. On arrive du coup justement, cette décision est notifiée à la phase de recours. Alors, le règlement prévoit que le demandeur doit bénéficier d'un recours effectif devant une juridiction, devant plusieurs décisions. On les a déjà citées, au final, c'est soit une décision de rejet au fond, la demande est infondée ou manifestement infondée, le rejet au motif que la demande est irrecevable, une décision qui considère que la demande a été implicitement retirée, ou aussi une décision de retrait de la protection internationale. Je viendrai tout à l'heure sur ces cas-là, mais c'est-à-dire des personnes qui ont déjà obtenu une protection et au final, l'autorité décide de lui retirer la protection. Et évidemment, désormais, puisque c'est prévu, un recours contre la décision de retour issue du rejet de la demande d'asile. On vient cette fois-ci, par contre, dans ce cadre des délais de recours, les encadrer très strictement et même les réduire très fortement, puisque pour tout ce qui sera procédure ordinaire hors procédure spéciale, les États peuvent prévoir de laisser un délai de recours qui va de 2 semaines à 1 mois maximum aux demandeurs. Et en revanche, pour les procédures accélérées ou les cas d'irrecevabilité, c'est seulement de 5 à 10 jours qui sera du coup mis à disposition aux demandeurs pour former ce recours, ce qui est particulièrement contraignant. Parfois, trouver un avocat, commencer à préparer le recours et même comprendre les motivations de la décision. À nouveau, évidemment, comme je le disais juste avant, si la décision de retour est un acte distinct, eh bien, le recours contre la décision de retour peut aussi faire l'objet d'une procédure juridictionnelle distincte, évidemment pour respecter les situations où on a des juges différents compétents. Je reviens au droit au maintien, mais cette fois-ci à travers la phase de recours. Le principe, c'est que les demandeurs, normalement, dont la demande est rejetée, ont le droit de se maintenir jusqu'à l'expiration du délai de recours et s'ils saisissent le juge de l'asile, jusqu'à la décision du juge de l'asile. Mais la directive le prévoyait aussi, on a des exceptions.
Et d'ailleurs, ces exceptions représentent plus ou moins, alors avec quelques ajouts, les exceptions qu'on avait déjà au sein de la directive. Le gros changement, en fait, c'est que ces exceptions deviennent obligatoires pour les États membres. C'est-à-dire que, a priori, le règlement n'autorise pas les États à considérer par principe que les demandeurs, les cas en fait que vous voyez à l'écran, que je vais vous citer, peuvent malgré tout, de principe, faire l'objet d'un droit au maintien pendant la phase de recours. C'est-à-dire qu'au final, tous les demandeurs dont le rejet va être en procédure accélérée ou lors de la procédure à la frontière, sauf les MNA, n'auront plus de droit au maintien automatique lors de la phase de recours. Toutes les demandes irrecevables également. Toutes les demandes qui ont été considérées comme implicitement retirées de la même façon, toutes les demandes de réexamen rejetées, et aussi les cas de retrait de la protection internationale pour les cas de menaces à l'ordre public ou des clauses d'exclusion. Ces cas-là, en fait, on les retrouvait dans la directive, mais comme je vous le disais, désormais, c'est obligatoire pour les États de considérer que le droit au maintien se termine lors de la phase de recours pour ces situations. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, en fait, ça signifie que potentiellement, on a le cas d'un éloignement qui peut intervenir avant la décision du juge de l'asile. Mais en revanche, le demandeur doit pouvoir demander à une juridiction l'autorisation de se maintenir. C'est-à-dire que le demandeur fait l'objet d'une décision de retour qui est potentiellement exécutoire avant même que le juge de l'asile se prononce. Mais avant ça, il a la possibilité de demander à un juge la possibilité de se maintenir et donc de suspendre les effets de la décision de retour jusqu'à ce que le juge de l'asile se prononce. Le risque, c'est que ça va limiter largement le droit à un recours effectif puisqu'on va avoir des éventuels éloignements avant la décision du juge de l'asile. Et en réalité, on va confondre de plus en plus la question du retour et la question de l'asile, puisque on est à nouveau en fait dans une confusion des compétences potentielles, et en fait on le voit déjà en pratique quand c'est prévu dans les États. C'est que vous avez au final une personne qui fait l'objet d'une décision de rejet sur l'asile. Le juge de l'asile doit se prononcer sur la légalité de cette décision de rejet, mais pour autant, la personne risque d'être éloignée avant. Elle demande la suspension de cette mesure de retour à un autre juge, qui lui doit se demander en réalité, pour suspendre cette décision, s'il y a des éléments sérieux qui vont venir remettre en cause la décision de rejet d'asile. C'est ce qui se passe aujourd'hui devant le juge administratif pour les cas, notamment par exemple les personnes qui viennent de pays d'origine sûre, qui n'ont pas de droit au maintien lors de la phase de la en France. Et ben, on demande au juge administratif de devoir analyser s'il y a des éléments sérieux qui viennent contester le rejet de l'OFPRA. Et donc, on a une situation, on a un juge de l'asile qui doit se prononcer avant la CNDA sur, au final, une question tout à fait identique, avec en plus le risque d'avoir des positions divergentes sur les besoins de protection, ce qui, au final, est inconfortable pour les juges comme et qui est porteur d'inégalités et de décisions injustes en fait, vis-à-vis des demandeurs. Et ce point-là, d'ailleurs, a même été mentionné dans plusieurs rapports du Conseil d'État qui se voient très critiques de ce genre de dispositif de demande de suspension d'une mesure de retour qui serait déjà exécutoire alors que le juge de l'asile ne s'est toujours pas prononcé. J'en arrive, justement, je l'ai mentionné un petit peu, là, à une autre phase, au cas de retrait de la protection internationale qui, évidemment, ne concerne pas toutes les personnes. Donc, c'est les situations où la personne a déjà le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, mais l'autorité considère que des éléments viennent remettre en cause ce besoin de protection. L'article 65, en fait, prévoit cette fois-ci une obligation pour l'autorité d'analyser, en cas de nouvel élément, si la protection ne peut pas être retirée, et vise particulièrement les situations de menace à l'ordre public ou d'exclusion qui peuvent remettre en cause une protection. Je peux pas trop rentrer dans les détails dans le temps imparti. Mais voilà, on a vraiment un aspect aussi, comme on le voit à travers tout le pacte, très sécuritaire, où cette fois-ci, en fait, on oblige clairement les États, et c'était le cas, mais cette fois-ci à réexaminer assez régulièrement les situations de menace à la sécurité de l'État ou à sa société, ou les cas d'exclusion, et de retirer la protection de ces personnes-là, étant donné que c'est prévu par le règlement qualification des retraits de protection pour ces éléments. J'en arrive du coup à notre dernière partie de notre présentation, qui est sur les procédures spéciales. Et on va commencer par la procédure accélérée avant d'aborder la procédure à la frontière. Alors,
Vous voyez en fait affiché l'ensemble des conditions qui permettent à l'État de placer en procédure accélérée, c'est-à-dire d'accélérer tout simplement la phase administrative de l'examen de la personne. Je vous en cite quelques-unes les plus importantes. C'est les cas où une personne a présenté des éléments qui vont être considérés comme non pertinents vis-à-vis de la demande d'asile, c'est-à-dire qu'elle présente des éléments qui n'ont rien à voir avec des risques de persécution ou autres. Les cas où la personne fait des déclarations manifestement incohérentes ou fausses, délivre intentionnellement des fausses informations ou des faux documents. Les cas de ce qu'on va considérer comme des demandes d'asile dilatoires, c'est-à-dire déposées uniquement dans le but de faire obstacle à un éloignement. Les cas où la personne provient d'un pays d'origine sûre, la personne représente une menace à l'ordre public ou à la sécurité nationale. Et évidemment, je termine par les cas de demande tardive, c'est-à-dire la personne est entrée irrégulièrement sur le territoire et n'a pas demandé sans justification valable l'asile dans un délai raisonnable. On nous a rajouté aussi le même cas de demande tardive, mais cette fois-ci après une entrée régulière. Et enfin, un nouveau cas aussi qui n'existait pas, procédure accélérée pour toutes les personnes qui proviennent de pays dont les taux de protection au niveau de l'UE sont inférieurs à 20%. C'est-à-dire qu'en fait, on vous fait une sorte de deuxième sous-catégorie de pays d'origine sûre, avec à peu près les mêmes conséquences, mais on a une évaluation en plus au niveau uniquement de la moyenne de l'UE. Et quand on connaît par nationalité la différence des fois des taux de protection au sein des différents États, on a un placement en procédure accélérée de façon automatique et potentiellement unique très important. Et surtout, la grosse difficulté et ce qui est très inquiétant, c'est que cette fois-ci, contrairement à la directive, ces procédures accélérées deviennent obligatoires. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes que vous voyez citées, en fait, l'ensemble des situations, pardon, que vous voyez citées à l'écran, eh bien, les États ont l'obligation de les mettre en procédure accélérée. Là où, en fait, dans la directive accueil, c'était une possibilité d'accélérer la procédure. À nouveau, avec normalement la possibilité toujours pour l'État, pour l'autorité responsable de la détermination, de considérer, en fonction de la vulnérabilité ou de la complexité des situations, de replacer la personne en procédure normale. Ça doit être toujours normalement la règle, même si dans les faits, on sait très bien que ça n'arrive quasiment jamais. Aujourd'hui, quand la personne est placée en procédure accélérée, si on prend le cas de la France, l'OFPRA continue d'examiner en procédure accélérée. Et d'ailleurs, c'est assez, comment dire, l'autorité responsable de la demande, en général, si vous voulez, de son propre point de vue, ça ne change pas vraiment, en fait, que la personne soit en procédure accélérée ou pas, puisqu'elle doit mener un examen exhaustif dans tous les cas, elle doit mener un entretien. Donc, des fois, se poser la question si la personne reste en procédure normale ou accélérée, ce n'est pas sa priorité. En revanche, l'impact lors du recours est très important puisqu'on n'a plus de droit au maintien sur le recours et c'est à ce stade-là, en fait, justement, où la question devient cruciale. Mais si vous voulez, il est presque la plupart du temps trop tard puisque on est déjà à la phase de recours et la demande a été rejetée. Voilà. Le règlement prévoit cette fois-ci que la procédure accélérée doit être en principe menée en 3 mois. Il n'y avait pas de délai qui était prévu par la directive. On nous disait juste que le délai devait être accéléré, mais on laissait aux États le choix de fixer le délai, contrairement à la procédure normale qui, elle, doit être conclue en 6 mois et auquel on peut rajouter 6 mois supplémentaires en cas de demande nombreuse, de questions complexes ou de retard imputable aux demandeurs. Et évidemment, là je le répète, le principal impact, c'est que le droit au maintien sur le territoire pour les personnes en procédure accélérée n'est pas garanti pendant le recours. Je vous cite ici la définition, enfin les éléments du pays d'origine sûr, évidemment, puisque c'est un des motifs de placement en procédure accélérée. Donc, normalement, c'est sans risque de persécution a priori. Le concept de pays d'origine sûr ne pourra s'appliquer que dans les conditions suivantes. Le demandeur est ressortissant du dit pays ou s'il est apatride, il avait sa résidence habituelle. Il n'appartient pas à une catégorie de personnes pour laquelle une exception a été faite lors de la désignation. C'est-à-dire qu'au final, dans les listes UE ou nationales, on peut désigner un pays d'origine sûre, mais considérer qu'en fait, un certain groupe de personnes, une certaine ethnie, en fait, elle, en l'occurrence, ne peut pas être considérée comme venant d'un pays d'origine sûre parce qu'il y a un risque de persécution pour un groupe en particulier. Et évidemment, il ne peut s'appliquer que si le demandeur ne peut pas fournir d'éléments sérieux justifiant pourquoi le pays d'origine sûre ne s'applique pas à lui dans le cadre d'une évaluation individuelle. Voilà pour la procédure accélérée. On arrive maintenant en fait à un des gros morceaux de ce règlement et on va dire presque le changement le plus radical
et presque le plus inquiétant en fait, de ce règlement, c'est cette fameuse procédure à la frontière. Alors, je vous renvoie largement en fait, à la séance aussi sur le règlement filtrage qui évoque cette fiction de non-entrée, puisque là, en fait, on va viser en priorité les demandeurs en fait, qui franchissent irrégulièrement les frontières, qui viennent d'arriver sur le territoire de l'UE. Et en fait, tout le pacte va considérer que les personnes dans cette situation, en fait, quand elles se font interpeller, ne sont pas encore vraiment entrées sur le territoire. Elles ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire. On est dans une fiction de non-entrée. Elles sont en réalité sur le territoire des États membres. On va leur appliquer d'ailleurs certaines garanties du pacte et donc en fait certains droits, les droits de l'UE, les droits fondamentaux nationaux et européens. Mais en même temps, on considère qu'ils ne sont pas tout à fait rentrés. Ça va être la justification au final de les garder à disposition et de prévoir des restrictions de liberté, de circulation notamment, voire même de privation totalement de liberté. Donc, chaque État membre, en fait, dans ces cadres-là, doit prévoir un mécanisme de contrôle des droits fondamentaux dans ses procédures d'asile à la frontière et doit s'organiser pour mettre en œuvre ces procédures d'asile à la frontière, puisque, en fait, elles vont être obligatoires dans certaines situations. En revanche, dans ce cadre-là, puisque ça va impliquer souvent des privations de liberté, les États membres doivent maintenir normalement, autant que faire se peut, l'unité de la famille. Alors, en termes de délai, cette procédure à la frontière, en fait, de l'introduction jusqu'à sa décision et jusqu'à ce que la personne n'ait plus de droit au maintien, vous voyez aussi l'incohérence aussi du truc, c'est-à-dire qu'on vous dit que la personne n'a pas accès à l'autorité, au territoire, mais en même temps, on vous parle de droit au maintien en fait, dans le cadre de cette procédure à la frontière. C'est pour ça qu'on va vraiment parler de fiction. C'est que, en fait, la première ligne, on vous dit elle n'est pas autorisée à rentrer sur le territoire. 10 lignes plus bas, on vous dit elle a son droit au maintien, mais celui-ci cesse à partir de ce moment-là. Ce n'est pas évident pour s'y retrouver et comprendre un petit peu la logique, mais en réalité, au final, c'est tout simplement pour justifier le fait de la garder à disposition, d'accélérer ses délais et de l'éviter d'aller plus loin, en fait, entre guillemets, que la frontière ou que la zone dans laquelle on va l'examiner, pour ensuite procéder éventuellement, en cas de rejet, à son éloignement le plus rapide. Donc, je le disais, normalement, cette procédure de l'introduction jusqu'au fin au droit au maintien doit se réaliser en 12 semaines. Passé ces 12 semaines, s'il n'y a pas eu de décision, normalement, la personne est autorisée à rentrer sur le territoire, sauf si, évidemment, une décision de rejet est intervenue. Et si une décision de rejet est intervenue, là, les États pourront enclencher une procédure de retour à la frontière qui vise spécifiquement les personnes qui se sont fait débouter de leur demande d'asile dans le cadre de cette procédure à la frontière, qui à nouveau en fait est une procédure de retour accélérée qui doit être réalisée en 12 semaines. Et si le retour ne peut pas être réalisé dans cette procédure de retour à la frontière en 12 semaines, les États ensuite pourront continuer la procédure de retour, mais cette fois-ci dans le cadre de la directive retour de 2008, c'est-à-dire le retour classique des personnes qui n'ont pas de droit au séjour sur le territoire des États membres. La rétention, en fait, si justement ça fait l'occasion du filtrage jusqu'à la procédure de retour à la frontière, en fait, elle peut se poursuivre dans ces différentes phases. Donc, en réalité, au final, ce n'est pas 12 semaines où la personne pourra rester privée de liberté, mais bien plus long, dans les limites des 18 mois, conformément à la directive retour, puisque ça, c'est la durée vraiment maximale et légale de la rétention des ressortissants de pays tiers dans le cadre des mesures d'éloignement. Alors, pour justement placer une personne en procédure à la frontière, on va viser 4 situations. C'est-à-dire que les États vont pouvoir appliquer une procédure à la frontière si c'est une personne qui a demandé l'asile dans un point de passage à la frontière extérieure ou dans une zone de transit internationale, si c'est une personne qui a été interpellée à l'occasion d'un franchissement non autorisé, donc irrégulier, de la frontière extérieure, à la suite aussi d'opérations de sauvetage, quand il y a un débarquement suite à une opération de sauvetage en mer, ou à la suite d'une relocalisation. Donc ça, en fait, il faut que le demandeur soit dans l'une de ces 4 conditions pour que, éventuellement, une procédure à la frontière lui soit appliquée. Par contre, si le demandeur est dans une de ces 4 conditions précitées et qu'en même temps, il répond à l'une des 3 conditions que je vais vous citer, là, ça devient obligatoire de lui appliquer la procédure à la frontière. Ça va être tous les cas où on considère que le demandeur a produit des faux documents, produit des fausses déclarations sur sa demande d'asile ou sur son identité, a commis une fraude, ce genre de choses. Donc, on a en fait un paragraphe pléthorique sur tous les cas qui peuvent être considérés de ce type de situation. Si le demandeur est considéré comme représentant une menace à la sécurité nationale ou à l'ordre public, et à nouveau, si le demandeur provient d'une nationalité
dont le taux de protection au niveau de la moyenne de l'UE est inférieur à 20%. Là, en gros, le demandeur, s'il est dans une de ces 4 conditions et répond à l'une de ces 3, c'est obligatoire pour l'État de lui appliquer la procédure à la frontière. En revanche, évidemment, étant donné que ça va impliquer la mise en place de centres à la frontière, de zones dans lesquelles on va pouvoir garder à disposition les demandeurs, eh bien, le règlement prévoit que, entre guillemets, les États ont un certain nombre de demandes de procédures à la frontière à effectuer, selon leur capacité. Et là, je vais essayer d'être le plus clair possible et plus pédagogique, puisqu'on va rentrer dans un élément qui est effectivement complexe. Vous amusez pas à lire ces paragraphes sans Doliprane parce que c'est assez compliqué. Mais en gros, pour fixer, entre guillemets, je vais le dire comme ça parce que je pense que c'est peut-être le plus simple, mais chaque État membre, en fait, va avoir un certain nombre, un quota, en fait, de procédures à la frontière à effectuer. Ça va devenir son obligation. Et on va calculer ce quota en fonction de ce qu'on appelle la capacité adéquate, c'est-à-dire en fait la capacité requise à tout moment pour mener la procédure d'asile à la frontière ou la procédure de retour à la frontière. Et en fait, pour calculer cette capacité adéquate, par État membre, on va procéder à la formule suivante qui est prévue par le règlement. Alors, la capacité adéquate au niveau de l'UE, le règlement la fixe à 30 000 personnes. 30 Et pour calculer la capacité d'un État, on va prendre 30 000 qu'on va multiplier par différentes données de cet État membre, et c'est le nombre d'entrées irrégulières au sein de cet État, le nombre d'arrivées suite à un débarquement et un sauvetage, et le nombre de refus d'entrée aux frontières extérieures. On va prendre des données de Frontex principalement sur ces questions-là. On va prendre ces chiffres-là sur 3 ans, qu'on additionne et qu'on multiplie par 30 000. Ce résultat obtenu, on va le diviser cette fois-ci par la somme des entrées irrégulières du débarquement suite à un sauvetage et des refus d'entrée sur 3 ans, cette fois-ci à l'échelle de l'UE dans sa totalité. Et ça va nous donner la capacité adéquate d'un État membre pour effectuer les procédures d'asile à la frontière et les procédures de retour à la frontière. Et on va nous calculer un autre chiffre aussi qu'on va appeler le nombre maximal annuel de demandes à examiner à la frontière. Alors, je vous explique après les conséquences de ces deux données. Mais cette fois-ci, ce nombre-là, on va l'obtenir en multipliant la capacité adéquate par 2 et ensuite par 4 jusqu'au 13 juin 2028. Enfin, à partir du 13 juin 2028. Là, en gros, on a une sorte de mise en œuvre progressive du pacte, même après son entrée en vigueur. C'est-à-dire que pour justement une montée en charge, pour que les États aient le temps de prévoir leur centre de procédure d'asile à la frontière et autres, on va appliquer au final une montée en charge progressive. Alors, quelle est la conséquence de ces deux données? Avant ça, je vous présente justement au final juste un extrait en fait, de la décision d'exécution de la commission qui date du 5 août, qui a justement fait les calculs que je vous ai précités. Je vous ai juste fait quelques exemples d'États. Mais si on prend l'exemple français, du coup, on a pris en compte 27 000 entrées irrégulières plus refus d'entrée, et on a calculé une capacité adéquate pour la procédure à la frontière de 615. Et le nombre maximal de demandes qu'un État membre est tenu d'examiner chaque année dans le cadre de la procédure à la frontière, pour la France, du coup, ce sera juste entre le 12 juin 2026, c'est-à-dire l'entrée en vigueur du règlement du juin 2027, 1230 pour la France. Et ensuite, c'est cette capacité multipliée à partir de 2027 jusqu'à 2028, alors par 2 ici, et ensuite par 3. Par 4, pardon, excusez-moi. Alors, je vous ai expliqué, on va dire un peu mathématiquement comment on calcule ces chiffres-là, mais à quoi ils servent en fait concrètement pour les États et pour l'UE et pour la Commission. En fait, quand la capacité adéquate est atteinte, c'est-à-dire que quand la France, par exemple, a effectué au moins 615 procédures d'asile à la frontière, normalement, la procédure à la frontière ne devient plus obligatoire pour les nationalités qui proviennent d'États où le taux de protection est inférieur à 20%. Si le nombre annuel, cette fois-ci maximal de demandes à examiner à la frontière est atteint, la Commission, cette fois-ci, peut autoriser l'État membre à ne pas examiner à la frontière également ceux qui ont dissimulé des fausses informations, qui ont commis des fraudes, qui ont donné des faux documents. Donc ça, c'est le chiffre, cette fois-ci, multiplié par 2, puis par 4. En revanche, il sera toujours obligatoire pour les États d'appliquer la procédure à la frontière et la procédure de retour à la frontière pour les personnes qui représentent une menace à l'ordre public.
avec, de façon continue, dans le choix de déterminer qui soumettre à la procédure à la frontière, la priorité est accordée à ceux dont les perspectives de recours sont les plus grandes et aussi, à nouveau, on le répète, toujours dans cet objectif et ce screening sécuritaire, dans cette un peu obsession sécuritaire, accorder la priorité à ceux qui représentent une menace à l'ordre public. Alors, on peut se poser la question si justement la procédure à la frontière implique nécessairement un recours à la rétention systématique. On a à nouveau en fait une vraie incohérence entre des dispositions qui vont nous expliquer que procédure à la frontière, entre guillemets, ne signifie pas automatiquement rétention, mais en même temps, on vous dit que la personne doit rester à la disposition dans des lieux spécifiquement définis pour mener ces procédures d'asile à la frontière et ces procédures de retour à la frontière. Donc, notamment, on va vous expliquer dans le préambule que ça ne signifie pas automatiquement rétention. Et on ne vous dit pas exactement ce que ça pourrait correspondre à la place, mais on peut imaginer des mécanismes d'assignation géographique ou d'assignation à la résidence éventuellement. Mais quand on voit justement sur quel modèle ça s'inspire, les hotspots ou notamment les zones d'attente à la frontière française, on ne peut présager que ça signifiera dans la majorité des cas une privation de liberté. Et d'ailleurs, au final, c'est là où il y a l'incohérence, c'est qu'on a de nombreuses dispositions en fait, qui ne font que d'encourager les États à y recourir en fait, à la rétention et à la détention des demandeurs qui font l'objet de ces procédures. D'ailleurs, au final, au sein de la directive accueil, la justification du recours à la rétention pour les demandeurs d'asile est définie de façon tellement précise et large que, au final, les États ont assez facilement la possibilité d'y recourir. Et la procédure à la frontière, au final, in fine, dans la directive accueil, justifie quasiment à elle seule le recours à la rétention pour justement les personnes qui en font l'objet et qui n'ont pas accès au territoire. La conséquence très probable, au final, c'est que en fait, les motifs très techniques, précisément définis et surtout très nombreux, qui justifient la rétention, elles vont généralement en fait, prendre le pas sur l'esprit du texte qui nous explique que la rétention et la privation de liberté, en fait, elle doit être toujours utilisée de façon nécessaire et uniquement en dernier recours, parce qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre en fait, la procédure d'asile ou la procédure d'éloignement sans privation de liberté. Sauf qu'en réalité, ce chapeau-là, et ben en fait, généralement, dans le contrôle et la mise en œuvre, eh bien, au final, il devient de plus en plus dilué et s'échappe parce que dans le contrôle, en fait, si vous voulez, vous avez affaire à une administration qui de plus en plus est dans, entre guillemets, à cocher des cases et se dire, bon, bah, au final, la personne, elle correspond à telle situation, donc la rétention est possible. Et même dans le contrôle du juge, c'est quelque chose qu'on voit d'assez régulièrement. L'extrême nécessité, normalement, du recours à la rétention devient de plus en plus discutable dans l'analyse et le contrôle en fait, du recours à la privation de liberté pour les personnes étrangères et de plus en plus aussi pour les demandeurs d'asile. J'en terminerai juste cette fois-ci, mais je l'ai déjà évoqué, sur l'application du texte. Prévoit une application pour les demandes introduites, donc les demandes d'asile qui seront introduites à partir du 12 juin 2026. Et pour tout ce qui est retrait de protection, c'est-à-dire des personnes qui, là, aujourd'hui, auraient une protection, un statut de réfugié ou une protection subsidiaire, le règlement s'appliquera pour les cas de retrait de protection à partir des demandes de retrait de protection qui seraient examinées à partir du 12 juin 2026. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pu être le plus clair et le concis possible. J'ai à peu près tenu les délais et je suis disposé à pouvoir échanger avec vous. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Oui, les délais sont parfaitement tenus et c'était très clair, incroyablement même clair. Et quand on lit le texte, on se demande comment on peut arriver à mettre autant de clarté. Je pense que les tableaux étaient vraiment très, très utiles. Et merci aussi d'avoir une série d'incohérences sémantiques dans le texte ou l'effet de cumul. En réalité, c'est parfois très frappant que c'est le cumul de ce texte, plus le texte sur le retour à la frontière, plus le screening, etc., qui crée une situation, et notamment ces situations de recours qui va être très généralisée à la rétention. On va peut-être ouvrir le débat, les questions. Donc, vous pouvez soit les formuler en levant la main, en ouvrant vos caméras si vous le souhaitez, ou en utilisant le chat selon ce qui vous convient le mieux. Alors peut-être en attendant que
les personnes dans l'auditoire posent leurs questions, lèvent la main virtuellement ou tapent leurs questions dans le chat, moi j'aurais une petite observation, une petite remarque, une petite interrogation. En fait, Guillaume, dans ta présentation sur la question de protection effective, j'ai cru comprendre, mais je peux me tromper, que ta lecture du règlement sur la procédure commune de protection internationale laissait entendre que la protection effective, ça voulait dire qu'il y avait nécessairement une ratification et une application de la Convention de Genève dans l'État pour qu'il soit considéré comme un pays d'origine sûre ou d'un pays tiers sûr. Or, en lisant, en relisant, hein, parce que il faut que je le relise à chaque fois pour arriver à me le mettre en tête, j'ai bien l'impression qu'en fait, c'est une possibilité, c'est que l'État soit signataire de la Convention de Genève, mais aussi, s'il n'est pas signataire de la Convention de Genève, ni du protocole de 1967, à condition qu'il assure les besoins de base, à condition qu'il assure une protection effective en attendant une solution durable, il sera considéré comme sûr. Et là, je me dis qu'il y a la voie ouverte à une considération de la sûreté d'États tiers, alors que ces États n'offriront pas une protection équivalente à la protection internationale ou à la protection subsidiaire. Oui, peut-être ce risque-là, effectivement, puisque c'est vrai qu'on a la formulation dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 1, en fait, où effectivement, en premier, on vous définit la notion de protection effective dans le règlement par justement ratifier et respecter la Convention de Genève, bon, après, dans la limite des réserves formulées dans le cadre de cette signature de convention. Et après, on vous dit effectivement, avec tous les cas d'accès aux moyens de subsistance et tout ça dans les conditions de cet État, dans les autres cas. En revanche, je pense que vis-à-vis enfin, il y a une marge à interpréter, même si ça sera toujours difficile, mais vis-à-vis du principe de non-refoulement, la possibilité justement de considérer en fait qu'il y a, que ça va être un minimum a priori requis. Et alors, je pense qu'en tout cas, dans le cas français, où on va pouvoir aussi venir contester largement cette notion-là, ça sera aussi via l'asile constitutionnel, notamment pour ce qui est du pays du pays tiers sûr, justement, où on peut considérer, enfin, où le règlement prévoit qu'on peut considérer que ces demandes sont irrecevables, étant donné que en la matière, la Constitution n'autorise qu'avec des États européens des accords de réadmission, donc en dehors de ces espaces-là, de ces États européens. Il est possible qu'on considère que le fait de considérer une demande irrecevable et pas de l'examiner, au titre de y compris du coup, ça veut dire de ne pas examiner l'asile constitutionnel, serait contraire au droit constitutionnel, au droit d'asile tel qu'il est protégé par notre bloc de constitutionnalité. Mais ça peut être un Moi, je suis risque, un tout effectivement. petit peu moins optimiste que toi, mais bon, c'est vrai, j'ai pas le prisme français, je connais pas le système français aussi bien que toi, et j'imagine que certains États n'ont pas ce plancher constitutionnel qui va peut-être éviter les dérives. Je voulais simplement mentionner en plus, j'avoue que ta présentation était tellement riche que j'ai pas pu tout noter et que je ne sais plus si tu l'as mentionné, mais il y a une présomption de sûreté dès lors qu'il y a un accord qui a été conclu. Or, quand on voit les accords qui ont été passés par la Commission et même pas par le Conseil avec la Tunisie, euh, l'Égypte, la Mauritanie, le Liban, moi je suis très très inquiète sur le fait que lorsque ça sera un requérant qui vient du Liban, on lui dise finalement, procédure accélérée, ou si c'est un Syrien qui vient par le Liban, on lui dit irrecevabilité. Voilà, je suis assez inquiète. Et ça y est, c'est super, des questions commencent à tomber dans le chat. Allez-y, vous pouvez aussi allumer vos écrans et lever la main. Alors, je vais lire la première question qui nous vient de Nicolas Mazard, qui travaille pour l'Envita. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette présentation très claire et très complète. Je plus sois, c'est vrai. Elle était d'une densité absolument dingue et en même temps d'une clarté étonnante. J'avoue que je n'avais pas compris le règlement aussi bien qu'après t'avoir lu et entendu.
Peut-on attendre, à l'instar de la décision allemande de rétablissement des contrôles des frontières, à ce que l'ensemble des pays de l'Union décident de rétablir des contrôles systématiques et donc à la construction de centres de rétention à proximité de ces frontières à l'avenir? Donc là, on n'est plus tellement dans le règlement APR, mais bon, on peut Oui. peut-être élargir les questions à l'actualité de rétablissement au contrôle aux frontières intérieures de l'Union. Oui. Bah oui, de toute façon. Et puis, est-ce qu'on vraiment on peut s'attendre à ça à l'issue du pacte? Enfin, au final, on le voit déjà. En réalité, bah, justement, il y a le cas allemand, mais au final, même la France a depuis de nombreuses années, et on peut considérer parfois, contrairement de façon contraire au droit de l'UE, rétabli et prolongé des contrôles aux frontières intérieures, avec des systèmes de privation de liberté. On sait enfin, on sait pas justement des fois tout ce qui peut se passer à Menton, notamment au niveau de la frontière franco-italienne. C'est une possibilité. Alors, dans le cadre du pacte, notamment, au final, on va avoir quand même toute une... Enfin, on a des grosses interrogations. Ça va être notamment sur la possibilité parfois d'appliquer, en fait, notamment le règlement filtrage à des personnes qui sont interpellées sur le territoire et qui n'auraient pas fait l'objet de filtrage, en fait. C'est-à-dire que euh, oui, on peut craindre en fait que ça incite encore plus les États à rétablir aussi des contrôles, que ce soit aux frontières, mais d'ailleurs aussi sur leur territoire, parce que on va sur des personnes interpellées sur le territoire, éventuellement leur réappliquer le filtrage et à nouveau une fiction de non-entrée, alors qu'en fait ils sont peut-être sur le territoire de l'UE depuis des jours, des semaines, des mois, des années, et interpellés en plein sur le territoire des États membres de l'UE, que ce soit à l'occasion du franchissement de frontières intérieures ou même en plein sur le territoire, leur réappliquer une fiction de non-rentrée et à nouveau un placement en rétention et une orientation vers les procédures. Donc, je crois que c'est une possibilité, mais qui est déjà à l'œuvre. Et je me souviens de la séance sur la généalogie du pacte, on va voir ça, qui abordait aussi un peu cette question sur plutôt bah, qu'est-ce qui va se passer pour le pacte. C'est soit entre guillemets, ça produit des effets où justement on a l'impression, enfin les États ont l'impression que ça permet de bien contrôler les frontières extérieures, ou soit au contraire, au final, bah, c'est pas ce que ça produit, et puis en fait, les États sont toujours insatisfaits, et ça incite les États à un repli national de plus en plus important. Je crois que c'était justement une réflexion sur les conséquences qui avait été évoquée lors de la première séance sur la généalogie du pacte. Je vous renvoie vers celle-ci notamment. Merci pour cette réponse. D'autres questions? Non, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'autres questions sur ce règlement. Véronique, Lanès-Boissac, allumez ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci. Je me joins aux remerciements et aux félicitations pour la clarté de la présentation, vu le contexte. J'ai tout de même du mal à imaginer en pratique la mise en œuvre de la procédure à la frontière et cette articulation capacité maximale et motif pour mettre en œuvre cette procédure. Comment est-ce que la notion de quota peut s'appliquer? Si c'est un quota maximum, ça veut dire qu'une fois atteint, les demandes, même si elles répondent aux critères, seront en procédure normale. Est-ce que c'est ce qu'il faut en conclure? Non? Tout faux. Et Merci. non plus. Non, non, au final, c'est plutôt éventuellement, alors quand c'est dans le cadre du nombre maximal, c'est-à-dire du fameux chiffre multiplié par 2 puis par 4 plus tard, c'est ce qu'il faut entendre en fait, c'est que éventuellement la commission pourra décharger en fait l'État de son obligation d'appliquer à certaines catégories la procédure à la frontière. C'est-à-dire que justement parce qu'ils n'ont potentiellement plus les capacités de le faire, de ne plus le faire, alors qu'avant c'est une obligation. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'ils ne peuvent plus le faire et que c'est automatiquement en fait un placement en procédure normale et un accès sur le territoire. Donc c'est compliqué de savoir exactement. Enfin, on a plusieurs exemples en fait, mais notamment vis-à-vis si on prend l'exemple français. Parce que le modèle hotspot a largement été décrit et très bien expliqué dans la séance sur le filtrage, mais si on prend cette fois-ci le modèle des zones d'attente, en France, où les personnes sont, quand elles n'ont pas les conditions qui leur permettent d'entrer régulièrement sur le territoire et qu'elles sont placées éventuellement en zone d'attente et qu'elles demandent l'asile, on n'a pas, en fait, aujourd'hui, on a une inspiration de quelque chose qui peut ressembler à la procédure d'asile à la frontière,
Sauf que théoriquement, en fait, ce n'est pas une procédure d'asile qui se passe à l'intérieur des zones d'attente. C'est uniquement, au final, normalement, une demande d'entrée au titre de l'asile. Et l'OFPRA, en gros, est censé juste vérifier si la demande n'est pas manifestement infondée. En revanche, je pense qu'il faudra, entre guillemets, pas grand-chose à l'OFPRA pour se mettre en ordre de bataille, puisque dans les faits, en pratique, on sait que l'OFPRA, la plupart du temps, en fait, en réalité, fait un examen quasiment du bien fondé de la demande d'asile, malgré les conditions procédurales très dégradées, en fait, dans une zone d'attente, et non accès potentiellement au territoire que les cas où l'OFPRA considérera qu'il y a un véritable besoin de protection, alors que le sens des textes, c'était juste de, entre guillemets, trier les demandes qui sont manifestement infondées ou qui n'auraient rien à voir avec une demande de protection internationale. Donc là, du coup, il va falloir éventuellement, la France aura besoin d'une mise en œuvre et d'un changement de sa procédure d'asile à la frontière, entre guillemets, même si on ne peut pas parler vraiment de procédure d'asile à la frontière. Et surtout, la grosse interrogation, c'est comment ils vont faire entrer dans cette procédure le juge de l'asile, qui aujourd'hui n'intervient pas du tout, puisque justement, ce n'est pas une procédure d'asile, c'est une demande d'accès au territoire. Et en fait, ce n'est pas l'OFPRA qui prend une décision sur l'accès au territoire, mais l'OFPRA rend un avis contraignant pour le ministère de l'Intérieur, qui lui rend cette décision sur l'accès au territoire, et le recours se passe devant le juge administratif classique. Donc là, il y a aussi beaucoup d'interrogations en fait, sur cette capacité en réalité, une fois qu'on fait rentrer le juge de l'asile, puisque aujourd'hui, à l'actuel, on n'a pas d'exemple de la CNDA qui fonctionne entre guillemets avec des structures d'urgence. Il n'y a pas de procédure de référé au sein de la CNDA, il n'y a pas tout ça. En fait, on n'a pas, la CNDA n'a pas cette culture et cette capacité aujourd'hui du juge de l'urgence. Donc, là, moi, j'ai une grosse interrogation aussi, c'est on a largement, alors je me permets, hein, je vais un peu plus loin par rapport à votre question aussi sur cette question-là, mais une des inquiétudes potentielles, c'est, et surtout dans le contexte actuel, on nous a, dans cette loi, dans la dernière loi immigration, largement porté atteinte en fait, à la spécificité du juge de l'asile en privilégiant au maximum le juge unique, qui au final est un juge administratif, hein, statutairement parlant. Et on a réduit la place des assesseurs, y compris de l'assesseur du coup nommé par le HCR, puisque le juge unique devient le principe. Là, avec des procédures d'urgence supplémentaires et autres, cette territorialisation qui se passe au niveau des cours d'appel et autres, est-ce que la mise en œuvre du pacte, en fait, ce ne sera pas encore l'occasion de donner, entre guillemets, le dernier coup de canif dans cette spécificité française, donc qui n'est pas exclusivement française, mais de la CNDA qui a priori, est, dans sa structure, dans sa formation, présente un certain nombre de garanties pour des décisions de qualité. Est-ce que voilà, il ne va pas donner... Enfin voilà, moi je suis un peu inquiet aussi, vu comment aussi le pacte incite aussi, comme je le disais, à presque la convergence des autorités et des compétences, qu'un jour ou l'autre, la France ne se dit pas, bon, est-ce que ce n'est pas l'occasion, comme certains États l'ont fait, d'achever pleinement on va dire, la fusion entre le juge du retour et le juge de l'asile, entre le juge du séjour et le juge de l'asile. Ouais. Je pense, enfin, je suis peut-être trop optimiste, je ne pense pas qu'il en est question là tout de suite dans la mise en œuvre du pacte. Mais je ne suis pas forcément optimiste sur le long terme. Non, je partage le pessimisme. On a un peu l'impression quand même que la loi de 2024 a introduit des éléments qui préparent l'application du pacte, voire vont plus loin que ce qui a été, enfin, vont à une application maximale en fait, dans le sens de la fusion des autorités compétentes intervenant pour le traitement de la demande d'asile et le traitement du retour. Et c'est vrai que ça peut ouvrir à des inquiétudes. J'enchaîne sur une question d'Ophélie Marel de la CNCDH, alors qui commence par des remerciements. Bravo Guillaume et merci. Qu'est-ce qui est prévu pour la rétention des enfants à la frontière? Est-ce que cela n'entrerait pas en contradiction avec l'interdiction de la rétention des enfants en France? Du coup, je l'évoquais là-dessus. Enfin, en fait, la rétention des enfants à la frontière, en fait, elle n'est pas strictement interdite. À plusieurs endroits du règlement, on va vous dire que justement, soit à travers les questions de vulnérabilité, où on vous dit que pour les demandeurs particulièrement vulnérables, il faut éviter certaines procédures accélérées ou à la frontière,
mais on ne vous l'interdit pas complètement, enfin, on n'interdit pas aux États complètement. Ou par exemple aussi lors de la mise en œuvre des procédures à la frontière, quand justement les capacités sont éventuellement atteintes ou qu'il n'y a plus assez de place, entre guillemets, on vous dit que justement dans la priorisation, il faut éviter les familles avec des mineurs. Mais on ne l'interdit pas complètement. Donc en fait, clairement, la rétention des mineurs est largement autorisée en fait dans ce pacte, dans ce règlement de procédure, mais à d'autres endroits du pacte. Par contre, oui, a priori, étant donné c'est une possibilité, mais il n'y a pas, à ma connaissance, dans ce règlement-là, on ne va pas avoir une obligation de placer le MNA. Alors si, peut-être dans les cas de menaces à l'ordre public, éventuellement. Je pense qu'il y a comment dire, une possibilité d'avoir une conformité du droit de l'UE en gardant la fin de la rétention des enfants qui a été appliquée depuis la dernière loi. Après, je rappelle, mais bon, on en a déjà parlé, notamment, la rétention des mineurs, leur privation de liberté, c'est une mesure qui est largement inachevée, puisque justement, elle n'a concerné que les centres de rétention en France et pas les zones d'attente. Et donc, les MNA et les familles avec mineurs, aujourd'hui, font toujours l'objet, et la loi ne dit rien dessus, la dernière loi immigration n'a rien changé là-dessus, de la possibilité de privation de liberté. Et voilà, et la France, pour le moment, et le gouvernement ne veut pas toucher à cette possibilité de priver de liberté les enfants aux frontières. Et donc, rien que de ce fait-là, il y a toujours, entre guillemets, une adéquation négative entre le pacte UE qui est en préparation et notre loi française. Sur ce point, je rajouterais que, hélas, enfin pour une fois, hélas, le droit de l'Union est supérieur au droit législatif français et qu'on imagine que la DGEF aura tout le loisir de dire mais finalement, la rétention des Français, nous devons supprimer l'interdiction parce que nous y sommes contraints par le droit de l'Union, ce qui leur permettra de réaliser ce qu'ils souhaitent évidemment et qu'ils pratiquent abondamment dans les zones ultra-périphériques. D'autres questions? Levez la main, écrivez dans le chat. En attendant, juste une petite précision par rapport à cette question et la précédente pour rebondir justement avec ce lien avec cette loi immigration où tu disais justement, on a l'impression que cette loi a rajouté plein d'éléments en fait, qui permettent d'anticiper le pacte et même d'aller plus loin. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces éléments, en fait, ils ont été ajoutés pour beaucoup en forme d'amendement par le gouvernement lors de l'examen. Et par contre, ce qui est entre guillemets curieux ou pas, je ne sais pas, mais c'est que quand on lit les motifs de ces amendements développés par le gouvernement, on ne vous fait aucune référence à un moment au pacte. C'est-à-dire qu'on vous apporte d'autres justifications strictement nationales d'ordre public ou autres, qui étaient vraiment de toute façon l'argumentaire tourné. Alors, est-ce que c'était pour éviter une censure en tant que cavalier législatif en disant ce n'est pas l'objet de la mise en œuvre anticipée du pacte ou autre? Peut-être, mais effectivement, cette disposition sur la rétention des demandeurs d'asile, clairement, on a l'impression de reconnaître une partie du règlement procédure et de la directive accueil. Cette disposition sur les irrecevabilités, je le disais tout à l'heure, au final, la plupart des cas d'irrecevabilité, ils sont déjà dans la loi française. On connaissait déjà depuis l'irrecevabilité quand les personnes ont déjà une protection au sein de l'État membre. La loi de 2024 a rajouté l'irrecevabilité pour les personnes qui ont un statut de réfugié ou une protection équivalente n'importe où ailleurs. Donc voilà, et ça à nouveau ajouté un peu en forme d'amendement par le gouvernement. Voilà. D'autres questions, observations, Une remarques? question pour faire attendre. Je m'interrogeais, Guillaume, sur les listes de pays tiers sûrs. Et cette question de liste européenne, c'est un peu un serpent de mer, hein, on en parle depuis de nombreuses années. Est-ce que le pacte a des chances de changer fondamentalement les choses? Et la deuxième question, c'est comment va s'articuler la possibilité de maintenir une liste nationale avec les listes européennes? Qu'est-ce que dit le texte sur cette question-là? Et comment surtout vous le lisez, vous? Ouais, et puis j'ai du mal surtout à des fois, parfois, tout saisir. C'est-à-dire que pour le moment, on Oui. n'a pas de liste présente dans le règlement. On a une sorte d'articulation qui est quand même particulièrement complexe dans la désignation, la demande de désignation et de suppression au final de ces États-là, avec la commission qui peut
qu'il peut, du coup, éventuellement, quand elle estime que les conditions sont remplies pour ajouter ou retirer cette liste-là, honnêtement, j'ai assez peu, comment dire, je suis assez peu, j'ai assez peu d'espoir sur vraiment une désignation de liste au niveau de l'UE. Et j'ai l'impression que justement, tout est fait pour assez facilement permettre cette application au niveau national. J'ai le sentiment que ça, enfin, je ne vois pas en quoi le système. Alors, tout dépendra de. En fait, la difficulté, c'est que en fait, on va se baser aussi notamment sur des informations qui vont découler de notes de l'agence de l'asile, ce genre de choses. Mais étant donné qu'en fait, tout le pacte nous dit qu'il faut veiller aux notes et à ces informations de l'agence de l'asile, mais on ne rend pas les choses obligatoires pour autant, et on donne pas. On reste dans un droit très mou sur cette question-là. J'ai du mal à vraiment imaginer, selon les différentes positions des États, selon selon leurs accords de réadmission et autres, qu'on ait, juste grâce à ce pacte, vraiment une uniformisation, une harmonisation des listes. Peut-être que vous avez un avis différent là-dessus, mais j'ai du mal à, moi, personnellement, y croire. Ouais. Non, je partage ce point de vue, mais merci pour cette lecture. Y a-t-il d'autres questions? Juste de manière générale, pour aller un peu plus loin là-dessus, je parlais d'harmonisation par le bas, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu plus d'harmonisation et de précision dans une réduction de droits et une réduction de garanties procédurales. Par contre, l'harmonisation presque qui pourrait être souhaitable, à condition qu'elle soit juste, l'harmonisation de la façon dont les demandes d'asile sont examinées et donc éventuellement des taux de protection et de la possibilité d'obtenir une protection, pour moi, le pacte n'apporte quasiment rien qui va en ce sens, à part cette espèce de recommandation de faites attention en fait, aux notes de l'agence. Mais enfin, le problème, c'est que ce n'est pas juste une divergence et un problème d'information sur les pays d'origine aujourd'hui. C'est qu'on a vraiment des cultures et des analyses différentes et des interprétations très différentes sur des notions, sur des choses centrales dans la protection. Un des exemples les plus criants, et je ne vois pas en quoi le pacte apporte quoi que ce soit sur cette question-là, la question de la protection des civils qui fuient des atteintes graves dues aux violences dues à des conflits armés, donc la protection subsidiaire, la PSC. Vous avez des différences d'application qui sont juste radicales, avec des juges qui vont avoir une approche beaucoup plus qualitative que quantitative, et des États qui vont être justement dans un calcul beaucoup plus mathématique avec, j'allais citer le juge britannique, même s'il n'est plus concerné, mais quand il était concerné, et aussi le juge allemand, où on vous fait des calculs et des fractions en vous disant, bah voilà, dans tel endroit, il y a tant de morts et tant de blessés par balle, par rapport au nombre de la population, ça vous fait 0,2% d'incidence, donc c'est pas très grave et c'est pas de la violence indiscriminée. Et à côté de ça, en fait, on va avoir une CNDA qui va beaucoup plus s'appliquer, souvent, enfin, historiquement, regarder des éléments beaucoup plus humanitaires, et quand elle fait des calculs, elle regarde par exemple plutôt des taux d'incidents de sécurité, la fréquence du nombre d'incidents de sécurité, ce qui forcément, au sein d'une province, qui forcément augmente en fait les chiffres. Et ça, en fait, les deux, potentiellement, à l'heure actuelle, sont considérés, enfin, la CJUE ne se prononce pas là-dessus, mais si on regarde la jurisprudence de la CJUE, et donc là, en fait, on a un juge qui peut justement imposer une interprétation d'un texte, il nous dit pas grand-chose, si ce n'est que l'approche ne peut pas être uniquement mathématique et quantitative. Et elle peut être les deux, qualitative et quantitative. Mais les deux juges ont l'impression d'appliquer complètement une approche qui est comment dire, justement mixte, quantitative comme qualitative. Pour autant, en réalité, l'accent, l'angle mis par l'un sur tel critère plutôt que l'autre fait toute la différence. Et on pourrait dire la même chose encore plus pour l'asile interne, l'application de l'asile interne, qui fait l'objet d'interprétations très diverses et variées. Et je ne vois que trop peu de choses dans le pacte, en fait, à part cette agence qui pourrait peut-être faire mieux en fait, que le bureau, que le ASO, en fait, mais ça ne me paraît pas aussi simple que ça. Je voudrais poursuivre en attendant que vous posiez vos questions dans le chat ou en allumant vos caméras et en levant votre main virtuelle, prolonger les réflexions de Guillaume sur cette approche quantitative
Et sur ce par quoi tu as débuté dans ta présentation, c'est-à-dire que tu as parlé d'une harmonisation par le bas, moi je dirais volontiers un nivellement par le bas. Et dans la construction de ton plan, tu nous as parlé de la procédure normale, des procédures spéciales. Et en fait, quand on y réfléchit, j'ai le sentiment, mais alors peut-être qu'il est erroné, et là je le soumets à votre sagacité, qu'il va y avoir un glissement de la procédure normale vers les procédures spéciales et notamment les procédures accélérées, procédures frontières. Je m'explique. Si on regarde en fait que tous les migrants qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne de manière irrégulière vont aller dans les zones de fiction de non-entrée et vont faire l'objet de procédures à la frontière. Dès lors qu'il y a moins de 20% de reconnaissance de la protection internationale à l'échelle de l'Union, ils vont se voir appliquer une procédure accélérée, procédure à la frontière, les deux combinés. Et donc, mathématiquement, le chiffre d'obtention de la protection va baisser. Et donc, on risque d'avoir une diminution du taux de protection par nationalité qui va découler de ce lien, de cet impact des procédures accélérées, de ces procédures spéciales. Et enfin, peut-être suis-je très dystopique dans ma manière de penser, mais j'ai le sentiment qu'il y a un lien quasi mécanique entre procédure normale et procédure spéciale qui conduirait finalement à supprimer les cas de protection internationale supérieure à 50% qui ouvrent droit à la procédure normale. Et je me demande si ce n'est pas une technique pour vraiment fermer la voie à la migration de protection après avoir fermé la voie à la migration de travail et la volonté de fermer la migration de famille. Alors oui, c'est peut-être effectivement je ne sais pas si c'est une technique entre guillemets conscientisée ou autre, mais en tout cas, c'est une forte possibilité. Et d'ailleurs, la part des procédures accélérées, en fait, n'a de cesse d'augmenter dans les États membres déjà aujourd'hui. De toute façon, parce que voilà, ils y ont vu déjà, en fait, dans le cadre de la directive, une méthode pour évidemment accélérer leurs procédures, mais aussi en fait limiter certains droits et notamment des fois le droit au recours suspensif. Et je suis d'accord que ça produit ça parce que mécaniquement, surtout quand on fait un classement par nationalité, quand vous supprimez le droit au maintien sur le territoire lors de la phase de recours et que dans les pays qui avaient une habitude d'appliquer une collégialité, vous ne leur appliquez plus qu'un juge unique, évidemment, mécaniquement, la qualité s'en baisse et potentiellement les taux de protection s'en font ressentir. Là, on atteint pour le cas français aujourd'hui à quasiment près de 40% de procédures accélérées, entre 35 et 40% de procédures accélérées. Il y a un chiffre qui est déjà en fait assez énorme, alors qu'on est toujours dans un cas où en fait c'est la directive, donc normalement c'était pas obligatoire, à un cas où ça va devenir complètement obligatoire. Donc oui, en tout cas, est-ce que ça va produire après qu'on n'aura plus d'État avec un taux de protection à 50%, je ne sais pas, mais on va sûrement dépasser les 50% de procédures accélérées à terme, avec autant de définitions larges, avec toutes les difficultés que ça comporte. Après, entre guillemets, mon optimisme, alors là, là, je suis obligé de me recentrer sur le cas français parce que là, je regarde les aspects pratiques où là, j'aurai plus d'informations. C'est pas enfin, je ne peux pas parler d'optimisme, le mot est trop fort, mais en fait, si on s'intéresse au caractère suspensif du recours, non suspensif du recours pour toutes les personnes en procédure accélérée actuellement en France, personnes qui viennent de pays d'origine sûre, qui auraient fait une demande de visite d'arbitre, ce genre de choses, dans les faits, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, en fait, les grandes majorités arrivent à se maintenir sur le territoire jusqu'à l'issue du recours. Parce qu'en fait, ils forment un recours devant le TA pour demander le caractère suspensif de l'OQTF dont ils ont éventuellement fait l'objet dès le rejet OFPRA. Mais sauf que vu qu'en gros, le TA est saisi en même temps du recours contre l'OQTF et a une obligation de statuer dans les délais habituels, la plupart du temps, en fait, le TA ne statue pas du tout avant la CNDA sur le caractère suspensif. Et tant que la juridiction saisie du caractère suspensif n'a pas rendu sa décision, la personne ne peut pas être éloignée du territoire.
eh bien, on a une personne au final qui peut parfois, en fait, la plupart du temps, mener son recours jusqu'au bout. Par contre, en fait, elle est obligée d'avoir saisi le TA. On est obligé d'avoir enrôlé une affaire en la matière. Et alors, évidemment, par contre, là où ça devient dramatique, c'est pour la personne qui, justement, en fait, vu qu'on rend complexe les choses, il faut faire plus en plus de procédures. C'est plus dramatique pour la personne qui n'a pas été accompagnée, qui n'a pas pu faire ces démarches-là, puisque là, elle n'obtient pas du coup de. Donc, il y a une dégradation des droits. Donc, c'est pour quand je disais que je suis entre guillemets un peu optimiste, pas optimiste, en fait, c'est pas le bon terme, mais c'est la mise en œuvre et en pratique. Ça ne se passera pas comme justement le prévoit le règlement, mais ça va provoquer des situations de réduction de droits et dramatiques et de plus en plus complexes qui vont peser très lourdement et très négativement sur les demandeurs, mais aussi en réalité sur les moyens de l'administration et sur ses ressources en fait. Et une efficacité qui est toute relative. Pareil, si on prend enfin le cas français, on vous dit dans le règlement rétention à tout prix, on vous dit dans la loi française, on peut placer les demandeurs d'asile en rétention. Oui, mais aujourd'hui, en fait, les places de rétention, elles ne sont pas extensives et il y a un autre objectif à côté de se concentrer uniquement sur les personnes qui sortent de prison et qui ont des casiers judiciaires. Donc, vous avez quasiment, enfin, si vous regardez les rapports sur la rétention, en fait, le public aujourd'hui dans les CRA, en fait, ce n'est pas un public qui a été concerné par la demande d'asile, souvent, en fait, en réalité. Donc, alors voilà, évidemment, il y a des personnes qui ont été déboutées de la demande d'asile, mais vous avez aussi plein de situations de personnes qui résident depuis longtemps sur le territoire, qui n'ont rien à voir avec la demande d'asile, qui n'ont pas voulu demander l'asile. Euh, et, donc, du coup, en termes de mise en œuvre du pacte, en dehors des zones d'attente, je me demande au final vraiment qu'est-ce que ça va produire. On a de plus en plus de textes qui prévoient un recours large à la rétention pour à peu près tout le monde. Et derrière, l'efficacité, les moyens et le coût que ça représente sont jamais impactés et évalués. Enfin, si, ils sont évalués par la Cour des comptes, mais ça ne change rien, par exemple. On vous dit que voilà, la Cour des comptes nous a calculé quand même le prix d'un jour de rétention par personne. On est à 602 euros. C'est quand même pardon, l'expression va être très, comment dire, un peu cynique, mais c'est le centre d'hébergement le plus cher de toute l'histoire de la procédure asile en France, quand même, pour une efficacité toute relative et par contre une atteinte aux droits fondamentaux certaine et évidente. Alors, peut-être pour poursuivre dans les questions, Nawal a levé la main, mais au préalable, Véronique avait posé une question. Elle s'inquiétait de la future obligation pour les États membres d'évaluer l'existence d'un asile interne, alors qu'auparavant, c'était une option, au demeurant peu appliquée par les instances françaises de l'asile. Donc, Guillaume, on vous demande ce que vous en pensez. Et puis, oui, peut-être commençons par cette question, et puis ensuite, Nawal, je te donne la parole. Au-delà de l'obligation de l'appliquer, c'est comment justement elle va être interprétée. Et notamment, ce qui fait la plus grosse inquiétude, c'est ça en fait. C'est ce qui se passe, c'est que c'est aussi la conception de l'asile interne. La France va exiger quand même des capacités raisonnables, durables et sûres pour pouvoir considérer qu'un territoire, en fait, que la personne peut être, comment dire, alors, il peut lui opposer l'asile interne, éventuellement des liens de connexion et qu'elle ait un caractère raisonnable qu'elle puisse se rendre dans cette partie du territoire. D'autres États, vous avez à peu près que le caractère sûr qui est évalué et toutes les personnes, entre guillemets, disposant de 2 bras et 2 jambes qui peuvent aller dans telle zone du territoire on leur oppose l'asile interne, en fait, s'il n'y a pas de vulnérabilité particulière. Là, je refais le pont à nouveau, en fait, aussi, c'est ce qui va dépendre surtout. Enfin, ce qui m'inquiète aussi, pareil, c'est quelle harmonisation, mais j'ai du mal à y croire, sur comment est évalué, en fait, surtout le niveau sécuritaire au sein de l'État. Parce que si je reprends l'exemple de l'Afghanistan, notamment j'avais beaucoup analysé les jurisprudences sur le conflit armé avant la prise dans le cadre d'une étude avant la prise de pouvoir par les talibans. Dans le cadre de l'évaluation du conflit armé, comme je le disais, le juge britannique considérait que Kaboul, ça allait. Donc à partir de ce moment-là, en fait, se faisait opposer l'asile interne à tous les Afghans hommes de 18 à 30 ans qui n'avaient pas de problème de handicap, alors qu'au final, la France, là-dessus, on évalue quand même en situation
de violence généralisée au sein de Kaboul. Donc, au-delà de l'asile interne aussi, c'est comment en fait ce niveau de sécurité, de violence est appliqué. Et là-dessus, je suis incapable de répondre, c'est à quel point l'OFPRA, dans ces conditions, va se mettre à s'intéresser très fortement à des interprétations beaucoup plus défavorables de ces concepts à l'étranger, qui sont menés par des territoires européens. Je trouve, peut-être que je suis trop optimiste, même si c'est pas exemple critique, justement, l'OFPRA, des fois, a été plutôt dans une démarche de presque à faire rempart à certaines formes d'interprétation qui étaient plutôt comment dire, dans le détournement et dans la diminution en fait, des protections, à considérer même presque que justement l'asile à terme, c'était une façon de détourner en fait, le besoin de protection et de l'évacuer en gros de façon assez malhonnête en fait. Et est-ce que là, sous prétexte du pacte, tout d'un coup, l'OFPRA serait différente si on ne la change pas institutionnellement? J'espère que non, en fait. Par contre, effectivement, on peut aussi changer l'OFPRA. Enfin, au niveau des... Alors, il y a pas de... Là, quand je dis ça, j'ai aucune connaissance de démarche et de volonté en la matière sur ce sujet-là, mais c'est une possibilité. Merci, Nawal. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre intervention effectivement extrêmement claire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est bien. Merci. En fait, je pense qu'il s'agit davantage d'une remarque que d'une question parce que effectivement, je trouve extrêmement intéressant d'avoir ce regard et cette compréhension du pacte. Mais enfin, ce qui m'intéresse aussi, c'est sa mise en œuvre concrète et notamment les effets sur les principales personnes concernées. Et là, en l'occurrence, les demandeurs d'asile. Effectivement, je vous entendais dire que en CRA, les places ne sont pas extensives, effectivement, enfin, que peut-être que les effets seraient, enfin, à supposer hein, que les effets bon, pour euphémiser, ne serait pas très important. Mais je sais pas, pour autant, il me semble que, et je pars notamment à partir de mon ethnographie en région parisienne, que la multiplicité auprès des demandeurs d'asile, et notamment on travaille les procédures Dublin, que la multiplicité des démarches en parallèle au tribunal administratif, à la CNDA, mais également des démarches au sens propre, c'est-à-dire de marcher vers les permanences juridiques, le quartier La Chapelle, par exemple, ne serait-ce que pour avoir une information sur ce pacte, en l'occurrence, sur les effets de procédure, sur ce qu'il faut faire, enfin des informations qui deviennent capitales. Eh bien, ces multiples démarches menées par les demandeurs d'asile qui sont les plus informés, donc là, il va y avoir d'autant plus une inégalité entre ceux qui sont plus ou moins dotés de capitaux, d'un capital social, disons, eh bien, elle produit des effets et ça pèse. Et je reprends votre mot qui est juste parce que ça pèse en termes de poids, quoi. Et je pense, je sais pas, à la thèse de Stéphane Lecourant, Vivre sous la menace, où c'est pas tant le risque d'être expulsé, effectivement, mais c'est bien cette menace qui pèse sur les demandeurs d'asile et qui s'objective, enfin et qui s'inscrit dans un quotidien, et même à la thèse d'Audran Olagnier sur vivre l'intranquillité ou ma thèse vivre l'incertitude. Et en fait, je sais pas, moi en anthropologie, on ne va pas prêter d'intention sur ce que veulent ou pas les États en pensant ce pacte. Mais en l'occurrence, je pense on peut pas faire l'économie des effets qu'on observe en menant des ethnographies auprès de ces demandeurs d'asile et des effets concrets, réels, et des effets aussi sur les trajectoires biographiques qui ont des effets sur leur vie familiale, enfin la façon dont ils conçoivent ou pas leur vie familiale. Et de la même façon, cette question. Cette question de la multiplicité des démarches, vous avez raison, elle concerne les demandeurs d'asile, mais moi je me souviens que des avocats
majoritairement d'ailleurs, étaient aussi submergés par ça. Et de même, les agents de préfecture étaient aussi dans l'incertitude d'attendre qu'un décret tombe, bah, c'était au moment de la loi migration. Enfin voilà, c'est- ces effets, ils sont réels, bien que la mise en œuvre concrète, elle soit pas effective, c'est-à-dire une expulsion, un séjour, enfin une incarcération en CRA, si on considère qu'il s'agit de prison ou autre, quoi. Hmm. Ah, mais je vous rejoins parfaitement. Et moi, effectivement, quand je disais ça, en fait, je n'évoquais pas, du coup, entre guillemets, pas de conséquences. C'était plutôt une critique, justement, vis-à-vis du pacte, en me disant, en fait, on a une multiplicité, en fait, de marge de manœuvre, de possibilités de placer en rétention, d'avoir recours à des procédures complexes et autres. Et en fait, si on prend en compte le cas pratique et l'utilité de le faire, on se demande quel est l'objectif poursuivi, à part, effectivement, des fois, si ce que vous citez, rendre la vie impossible aux gens. Mais parfois, on se demande même si justement, enfin, si c'est pas une machine un peu absurde qui continue de fonctionner de cette façon-là, en gros. C'est-à-dire que je ne sais pas si au bout d'un moment, vraiment, même cet objectif de rendre la vie impossible aux gens est conscientisé, parce que l'administration s'y retrouve pas. Ils savent pas, ils comprennent pas les procédures qu'ils ont appliquées, qu'ils ont à appliquer. Enfin, là, pour vous juste citer un exemple. On fait que de me remonter très dernièrement encore des problèmes dans l'enregistrement des mineurs qui naissent pendant la demande d'asile. Est-ce qu'ils doivent avoir l'objet d'une attestation de demande d'asile seule? Est-ce que l'OFPRA doit prendre en compte directement leur demande d'asile directement sans repasser par la préfecture? Cette disposition, elle date de la loi de 2018. Les autorités s'y retrouvent toujours pas 6 ans après. Ouais. Donc j'interrogeais plus cet aspect-là. Et par rapport à justement les objectifs, les nombres de CRA, que fixent les autorités comme objectif, c'est pourquoi on en arrive en fait à ce droit-là, qui n'est jamais évalué, hein, en termes d'impact, d'efficacité et autres, et qui, d'un point de vue d'affichage et de rendre les choses de plus en plus complexes aussi pour les personnes, en fait, bah, des fois, n'a peine à assurer plus d'autres objectifs que ça. Par contre, effectivement, ça rend la vie impossible aux gens, ça broie des personnes, ça broie des situations, justement, parce que quand il n'y a pas d'accompagnement, quand il n'y a pas tout ça, en fait, on ne s'y retrouve pas, et donc, du coup, les délais de recours sautent. Le droit au maintien saute, les conditions matérielles d'accueil disparaissent. Et donc, oui, il y a des impacts extrêmement négatifs qui se produisent pour les personnes, et puis, bah, même d'un point de vue sociétal. Donc, non, non, je vous rejoins complètement là-dessus. Est-il temps de clore ce séminaire? Il n'y a plus de questions? Là, je demandais à Nawal de nous partager les références qu'elle a mentionnées. C'est vrai que je suis juriste, hein, Ségolène est juriste, Guillaume l'est également. Et c'est vrai que mes connaissances en anthropologie sont limitées et je ne connais pas tous les travaux. Donc, je viens de découvrir, grâce à Nawal, cette thèse d'Audran Oulanier. Il a été aussi fait mention de la thèse de Stéphane Courant, enfin, et puis d'autres références. Donc, si Nawal, tu peux le partager dans le chat, ça serait fantastique. Merci. Merci. Voilà, ça y est. Merci beaucoup, Nawal. Vivre sous la menace. Vivre sous la menace. Bon, eh bien, vous savez, vous retrouverez de toute façon à la fois cette vidéo, donc vous pourrez aussi accéder au PowerPoint et aux références qui ont été données à nos discussions sur le site de l'Institut Convergence Migration, puisque ça prend toujours quelques jours, mais dans quelques jours, la vidéo sera disponible, donc vous pourrez retrouver tout ça. Donc, il nous reste à remercier vraiment très, très chaleureusement notre intervenant pour l'énorme travail qui a été fait et la clarté de l'exposé, et vous remercier toutes et tous de votre participation. La prochaine séance, Marie-Laure, Elle aura lieu le 20 novembre, voilà. mercredi 20 novembre, de 10h à 12h. Et le texte qui sera étudié sera le règlement sur la crise et la force majeure, qui laisse une place importante au dispositif de l'instrumentalisation des migrations. Et la présentation de ce texte sera faite par Mariana Gliatti, qui est professeure à l'université de Tilburg. La présentation sera faite en anglais. Voilà, merci. Bonne fin de journée à toutes et tous. Au Au revoir. Merci à revoir, vous. merci de votre présence. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.